Et non, monsieur, je viens de vous le dire, monsieur. Tous nos séjours ici sont pour l'éternité. Il n'y a rien la semaine, oui. Encore moins la nuit, mais c'est ainsi, oui. Oui, merci. Ah, monsieur Bonjour. Ardisson, bienvenue dans l'Hôtel du Temps. Merci. C'est un plaisir de vous revoir. Merci. Je vois que vous avez rendez-vous avec monsieur Colucci. Bien c'est sûr, ça dans 20 minutes, absolument. Ah, monsieur Colucci, oui, oui. Sauf qu'on a un petit problème. Ah bon? Pour être tout à fait honnête avec vous, monsieur Colucci a disparu. Non. Personne ne l'a vu ou aperçu depuis... Mais depuis combien de temps? depuis un certain temps. Ici, vous savez, c'est l'Hôtel du Temps, le temps ne passe pas vraiment. Enfin, c'est compliqué, vous comprenez? Bah, trouvez-le, écoutez, démerdez-vous, mon Oui, vieux. mais... Eh ben, dis donc, il a bien repris la confiance, lui, hein. Oui, Jean-Louis. Tu as vu monsieur Colucci? Là, c'est ça un mec, mais... Maman. Monette voulait toujours que ma sœur et moi fassions bonne figure. Ah bah les potes, il y en a beaucoup que j'ai rencontrés dans les commissariats. Oh là là, les poulets, on va se faire emballer, c'est sûr. Un nouvel homme. En 1 an et demi au gymnase, j'avais fait 1,7 milliard de recettes. Avec comme seul décor une salopette, alors t'imagines? Les gens ne nous aiment pas. Tant pis. Pose ton truc, viens boire un coup. Pour se faire engueuler, on est là pour la fête à mon pote. Comme on a voté pendant 30 ans pour des gens compétents et intelligents, je propose aujourd'hui qu'on vote pour un imbécile qui n'y connaît rien, c'est-à-dire moi. Le gouvernement est dissous. Et dissous, c'est pas cher. Et puis c'est là que Thierry a eu l'idée de ce faux mariage pour faire chier ceux qui l'emmerdaient avec son homosexualité. Le gagnant est Coluche pour Ciao Pantin. Je remercie Claude Berry. Comme tout le monde. C'était un gros compte flic. Je sais pas ce que c'est. L'inspecteur Lambert. 87 22 22, c'est à vous, bonsoir. Joker. Voilà, maintenant les peinards. Quand je me suis présenté à la présidentielle, je leur ai fait peur. Quand j'ai fait les restos, je leur ai fait honte. On en a eu un peu plus que prévu, alors on vous a amené le reste. Voilà. Je l'avais jamais vu, je l'avais jamais écouté. Je n'avais qu'un seul souvenir, la farce de sa candidature à l'élection présidentielle. T'as oublié un truc. Un mot. Venant de toi, monsieur, je sais tout, ça m'étonne. Oh putain, la moto. Voilà, t'as fait l'abbé Pierre, mais t'as pas fait la bécane. Thierry, et vous êtes déjà revenu. Bah, ça date du mois de mai, quand même, hein. Nous étions en train de parler de Michel Drucker. Ah ouais? Comment va-t-il, celui-là? Michel? Il a failli emménager ici, il y a quelques mois. Oh, Et au dernier moment, il a changé d'avis. Qu'est-ce qui vous est en rire, tous les deux? Ah bah je lui disais que si on est soi-même touché par la mort, Ouais. on a intérêt à en rire. Et puis si on n'est pas touché par la mort, bah, on n'a pas de raison pour en rire. dites-moi, Thierry, vous restez avec nous un petit peu, là. Ça vous dirait un temps interlope ce soir, bah? Très volontiers. Mais je dois d'abord interviewer monsieur, vous avez pas oublié, j'espère? Bah non, j'ai pas oublié. Bah non. On va pas faire ça ici, j'imagine, hein. Allez. Ciao, amore. Ciao, belle. Oh, Ardisson. En tout cas, bravo. C'est vachement courageux de venir bosser après un enterrement. J'étais pas à l'enterrement. Je m'habille comme ça tous les jours, moi. Tu veux qu'on se tutoie? Tu peux me vous voyer si tu veux, mais moi, ce sera tu. Hein. Ouais. T'as bossé, j'espère? Je sais tout. Tant mieux. Ça me changera. Des journalistes qui arrivaient toujours avec les mêmes questions, là. Et Colucci, c'est votre vrai nom? Et pourquoi la salopette? Et d'où vient cette gouaille? J'en ai envoyé chez plus d'un. Et remarque, comme ça, ils avaient quelque chose à raconter dans leur papier. Hein. Ok, attention, on va commencer à tourner. Michel, tout va bien? Parfait. Thierry? Ça va, tout va bien. Écoute, Ok. ouais. Pichon, clap.
Hôtel du Temps, Coluche, acte 1, de la résurrection à la canonisation. Pourquoi la canonisation? On va boire des coups? Non, je parle de ta remontada. Ah. Ça commence après le succès de Charpentin, après il y a le jeu de la vérité, le concert SOS Racisme, le succès sur Europe et Canal, et puis l'apothéose, les Restos du Cœur. Oh putain, c'est horrible. Et tu parles de moi, on dirait que je suis mort. T'as pas autre chose là quand même? Hôtel du Temps, Coluche, acte 1, le retour de Zorro. Voilà ma poule, ça c'est bien. Alors Coluche, tu disais qu'à la télé on peut rien dire. La télé ment? Tu sais, si on disait la vérité tous les soirs quand les pauvres rentrent du travail, la majorité n'irait pas bosser le lendemain. Pourtant, le 17 mai 1985, c'était à la télé que tu fais ton grand retour médiatique dans Le Jeu de la Vérité, l'émission de Patrick Sabatier, où les téléspectateurs posent les questions qu'ils veulent à l'invité. Il m'aurait invité dans la tout cœur pour me faire gagner un tracteur, je l'aurais envoyé chier. Ouais. Mais Le Jeu de la Vérité, c'était une bonne émission. Et puis, la télé me demandait de dire la vérité. Tu penses bien que j'allais pas rater l'occasion? Dès le début de l'émission, tu prends tous les risques, tu refuses les 2 jokers que te propose Sabatier. Je vais vous demander, Coluche, de bien vouloir prêter serment, de dire toute la vérité. Vous pouvez pas vous pousser, je vais cracher là, restez pas là. Vous êtes prêts? De dire donc toute la vérité, rien que la vérité, et de lever la main droite et de dire je le jure. Je le jure. Et même, je vais vous dire, faites bien attention avec vos questions, parce que je vais la dire, la vérité. Alors, Coluche, prenez position dans votre fauteuil. Voilà. Est-ce que vous êtes prêts pour répondre aux premières questions? 87 22 22, bonsoir madame, c'est à vous. Bonsoir Coluche. Oui? Bonsoir Patrick. Bonsoir. Je suis Daniel Fresneau de Vissou. Je suis secrétaire. Stop! Joker! Un joker. On a droit au joker, hein? Ah oui, vous avez le droit de joker. Non, je veux pas cette question-là, ça me plaît pas. Deuxième question, 787 22 22, c'est à vous, bonsoir. Bonsoir. Stop! Joker. Voilà, maintenant on est peinards. Voilà. Nous voici déjà débarrassés du problème. Ce soir-là, les 2 sujets pour lesquels tu aurais pu utiliser tes jokers, c'est la drogue et l'homosexualité. J'ai dit que j'ai essayé toutes les drogues. Le H, le LSD, l'héroïne. Ah ben j'ai pris à peu près tout ce qui existe, hein, sauf erreur ou omission de ma part. Je vais te dire, quand on voit la tristesse des Big-Nit, on comprend pourquoi c'est interdit le kick. Et on se dit que le pinard, ça devrait être obligatoire. L'autre joker, ça aurait pu être l'homosexualité. C'est curieux les homos, hein. Ils se reproduisent pas, et pourtant ils sont de plus en plus nombreux. Ça, c'était pour la vanne. Pour le reste, j'ai dit que j'avais essayé, et puis que finalement, j'étais pas très doué pour ça, quoi. Parce que le jour où je me suis retrouvé tout nu, devant un mec tout nu comme moi, comme un con, j'ai éclaté de rire, je me suis barré, quoi. Bref, pratiquant, mais pas croyant, quoi. Et puis je vais te dire, le 3e sexe, je saurais pas où le mettre. Ton Jeu de la Vérité explose tous les records. 43%. Pendant l'émission de Sabatier, une intervenante t'avait dit qu'elle regrettait que tu fasses pas plus de sketchs à la télé. Bon, j'ai dit qu'à partir du moment où c'était pas Sacha Distel qui me ramenait en bagnole après l'émission, j'avais rien contre, hein. Ouais. Non, pour le reste, j'ai dit la vérité, j'ai dit que j'avais arrêté de faire des sketchs pour faire du cinéma. Après le succès de ton retour médiatique, la béatification, ça sera SOS Racisme. T'as été un précurseur sur le racisme. Je faisais marrer sur tous les sujets qui étaient pas drôles, quoi. Tu sais, le rire, c'est une arme formidable contre la misère et la connerie. Tu t'es senti raciste à une époque de ta vie? En vrai, tout le monde est raciste. Y compris ceux qui en sont victimes. Penser que les Noirs peuvent pas être racistes, c'est déjà du racisme. Et puis le racisme, c'est pas seulement entre les races. Il y a du racisme entre les riches et les pauvres, il y a du racisme entre les régions, il y a du racisme entre les cons et les intellectuels. Mais entre les gros et les maigres, il y a du racisme? Je sais pas, moi je suis migros. C'est comme ça que t'as lancé ces Arabes qui viennent manger le pain de nos Portugais. Qu'est devenu après ces Portugais qui viennent manger le pain de nos Arabes? C'est pas moi qui ai dit, tiens, voilà encore un bougnoul. C'est pas parce que t'es CRS, hein. Rien à foutre, petit soit CRS. En uniforme dans les bistrots, bravo, c'est nous qui payons. Ah, blague. Merde. On va pas se faire emmerder par les bistrots par les mecs, non, sans blague. Ah, monsieur, il est là pour le coup de toute sa gueule, évidemment, aussi, avec la gueule qu'il a, il prendrait bien de la fout dans la gueule, un costard tout neuf. Ouais, ben justement, t'as de la veine que je suis pas nerveux parce que j'ai copain qui a marché moi de tête, c'est putain de cancer là, hein. Non, si t'as de la veine que je suis pas nerveux parce que ça, je suis pas nerveux, t'as de la veine. Hein?
Non, mais t'énerve pas, je t'explique. Non, mais je dis t'as de la haine, que je suis pas nerveux parce que Hein? Moi aussi, j'ai de la veine. Ouais, mais c'est pas ça l'exception. Non, mais je suis content de pas être nerveux, mais je dis on a tort de s'énerver parce que, tu veux, on arrive à dire des trucs après qu'on regrette, quoi, je veux dire. Au départ, tu es l'un des parrains de SOS Racisme, mais bientôt tu en deviens l'un des leaders. Et le 15 juin 1985, tu animes avec Guy Bedos devant 60 000 personnes, place de la Concorde, le premier concert d'SOS Racisme. Coluche! Eh oui, il est là! C'est lui! Vous poussez trop sur l'extrême droite, là-bas. À cette époque, les artistes prennent conscience du rôle qu'ils peuvent jouer dans la société, non plus seulement sur scène, mais sur le plan des mœurs, sur le plan de la politique. C'est l'époque des grands concerts collectifs, comme celui pour l'Éthiopie, Chanteurs sans frontières. Vous êtes le médecin sans frontières? C'est moi. Je vous demande pour vos papiers, vous le connaissez ce mec-là? On va pas lui filer 1 milliard. Bon ben voilà, alors au nom de mes camarades et moi-même, je suis très heureux et très fier de vous remettre ce chèque de 10 millions de francs. Vous ferez attention à ne pas le paumer, s'il vous plaît, ou alors assez près de l'Éthiopie pour qu'il le trouve. Et voilà, je remercie et j'embrasse sur la bouche mes 35 camarades qui l'ont fait avec moi, et puis surtout Renaud, évidemment, mais par l'usine, le chanteur. Gérard Lenormand a été très vexé d'être oublié. Ah, c'est sûr qu'il y a des chanteurs pour qui les Éthiopiens auraient pu faire des disques. Hein. Tiens, tu sais ce que fait un Éthiopien quand il trouve un petit pois? Non. Il ouvre un supermarché. Voilà, bien, il y en a un qui suit. J'ai les noms de ceux qui font les cons. Alors tu participes activement au mouvement, tu retrouves un certain goût de la politique et tu penses à retourner sur Europe 1. Si tu veux, à partir du moment où t'as la radio à toi pendant 6 mois, t'as vraiment un pouvoir. Ouais. La preuve, tous les jours, il y a des mecs qui écrivaient, des mecs importants, hein, des mecs qui bossent dans des ministères et tout. Tous les jours, ils écrivaient, pour moi, bien sûr, à la direction pour dire « ça suffit maintenant, on va peut-être le faire taire, celui-là ». Dans tes spectacles, tu touchais quoi, 2000 personnes et sur Europe 1, c'est des centaines de milliers. Ouais. J'ai essayé de mettre le succès d'un seul au service de tous. C'est ça le jeu, c'est ça qui est amusant, quoi. Ouais. Tu voulais absolument retourner sur Europe 1. En 78, j'avais explosé l'audience. Les patrons le savaient, mais ils savaient aussi que j'étais ingérable, comme ils disaient. Heureusement qu'il y a eu Gildas. Bah ouais, ça faisait 2 ans que je l'appelais pour dire que je voulais refaire de la radio. Mais il est là. Oh merde. Salut Michel, salut Thierry. Salut Philippe. Salut ma poule. J'écoutais votre conversation à l'époque. Faire revenir Coluche sur Europe 1, c'était impossible, mais c'était tout aussi impossible de l'en dissuader. Mais t'as longtemps pensé que j'étais pas en état. Et puis un jour, t'as débarqué dans mon bureau. Très en forme, mince et drôle, avec une pêche physique que j'avais pas vue chez toi depuis des années. Quand est-ce que tu m'engages dans ta radio, j'ai dit? Et je t'ai répondu, quand veux-tu commencer? Tout de suite, t'as dit. T'as quand même eu le culot de me proposer de me prendre à l'essai, hein. Sur la tranche 9-11 de Drucker, juste pendant les vacances. Ben, en te disant que si ça marchait, tu retrouverais le 16-18 à la rentrée face aux grosses traites du boulevard, hein. Tout ça pour 150 000 francs par mois. Ben, que les Derman a transformé en 500 000 l'après-midi même. 3 fois le salaire de Drucker, hein, 10 fois le mien. Mais t'inquiète pas, ma poule. Si Europe m'a payé ce prix-là, c'est qu'ils en gagnaient bien plus. Mais c'est vrai que quand j'ai regardé mon salaire sur le contrat, j'ai cru que c'était mon numéro de sécu. Le 8 juillet, un énorme tas de sable occupe le trottoir de la rue François 1er avec des chaises longues, des parasols, t'es en short, un bob sur la tête, tu fais des pâtés avec un seau et une pelle. L'émission s'appelle « Il y en aura pour tout le monde ». Et quand la police a débarqué, non seulement on n'avait pas d'autorisation, mais j'étais pas au courant. Hein. Le standard explose, l'émission cartonne, et en septembre, tu rempiles pour 6 mois de plus. Ah bah à ce prix-là, j'allais pas me gratter. T'en connais beaucoup, toi? Des émissions qui, en plein été, font 7500 appels en 90 minutes? Non. À la radio, à part Drucker, il y avait plus de vedettes, tu m'étonnes qu'ils étaient partants. Tico, oui, Tico, failli être en retard, hein. À la revue de presse, on envoie le truc? Ouais, alors on commence par ça, le Progrès de Lyon. Monsieur Jean Boissonnat, donc, c'est aussi éditorialiste du Progrès et journaliste de la Maison, Oui. eh bien, a eu son article du jour censuré. Il faut dire qu'il y avait été un peu fort. L'article s'appelait
presse et démocratie. Ah oui, dans le progrès, évidemment. Dans le progrès, et voilà. Faut quand même pas déconner. Donc tu rempiles sur Europe 1 à la rentrée. Ah, sauf qu'il y avait une embrouille. Maryse devait retourner faire le matin avec Drucker. Ouais. Et moi, j'avais besoin de Maryse. C'était mon garde-fou, ma maman. Une maman avec tout Ouais, ce qu'il y a t'emballes de- pas, t'emballes Oh. pas. T'as réagi comment? J'ai dit, tu te démerdes. À lundi. Ah, ce soir-là, quand Maryse est arrivée chez nous, le palier et l'entrée de l'appartement étaient jonchés de fleurs. Avec un mot, s'il te plaît, reste. Signé Mimi, le plus gentil. Et Maryse a appelé Drucker pour lui dire qu'elle restait avec Coluche. Et c'est dans cette émission, comme ça, qu'un jour, t'as eu une petite idée, les Restos du Cœur. Il avait changé, Philippe? Il était toujours le décodeur social qu'il avait toujours été. Mais les sujets qu'il abordait avec les auditeurs qui l'appelaient étaient plus sérieux. Crise, chômage, racisme. Il était plus tout à fait un clown, hein. Presque un philosophe. Oh. Bon, il faut que je vous laisse. J'ai un dîner avec Alain de Grève. Salut ma poule. Ciao, Salut, belle. les gars. Et là, tu épouses Thierry Leluron en grande pompe. En talon aiguille, s'il te plaît. Oh, il était beau, le cortège en carrosse, t'aurais vu ça. Oh. C'est parti d'où? De Montmartre. Non mais, l'idée, c'est parti d'où? Ah, l'idée Ouais. L'idée, c'est Leluron qui l'a eue. À cette époque, Leluron était au gymnase. Et puis un soir, après les spectacles, on se retrouve chez Castel pour dîner. Et puis c'est là que Thierry a eu l'idée de ce faux mariage pour faire chier ceux qui l'emmerdaient avec son homosexualité, quoi. Ouais. Il faut dire que moi, j'ai été enceinte de 4 mois. Coluche, acceptes-tu le même code? Oui, 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 oui. Eh bien, ils ont dit oui. Les anneaux, les anneaux. En fait, c'était une parodie du mariage d'Yves Mourouzi et Véronique d'Alençon, retransmis en direct sur TF1 depuis les arènes de Nîmes. Voilà. Nous aussi, on faisait un faux mariage, mais seulement on le disait, quoi. Ouais. Tu l'as revu, Thierry? Une fois, à Cannes. Il était déjà très malade. Alors on a marché sur la plage. J'ai dit, vu que je suis ta veuve, tu veux que je m'habille comment à ton enterrement? Bah, ça l'a fait marrer. À cette époque, sous l'influence des témoignages que tu entends l'après-midi à la radio, tu deviens de plus en plus compassionnel. En fait, tu te poses plus en relais des auditeurs qu'en agitateur. Faut le dire que dans mon émission, j'avais jamais entendu autant de cris de désespoir. Tous les jours, les mecs m'écrivaient pour me dire « Coluche, sauve-moi », tu vois. Et puis cette gamine qui m'envoyait des lettres en me disant « Comment est-ce qu'on peut faire pour distraire ma maman qui est tout le temps triste ?» On m'appelait à l'aide de partout. Alors, ben, tu connais Zorro, quoi. Ah. Tu envoies des chèques aux gens en cachette jusqu'au jour où un appel va changer ta vie. Ouais. Le mec dit c'est très bien ce que vous faites pour l'Éthiopie, tout ça. Mais vous savez qu'en France aussi, il y a des gens qui n'ont pas à manger? Et là, ça a fait tilt. Bah, la France, c'est quand même le pays de la bouffe, merde. Bah ouais. Ça la fout mal que dans ce pays, les gens soient obligés de faire les poubelles pour se nourrir. Et en réponse aux appels des auditeurs, t'as une petite idée comme ça. Il y a aussi un truc qui commence à m'échauffer sérieusement, c'est qu'on a reçu beaucoup de courriers de chômeurs qui disaient « Vous êtes bien gentil, vous chantez pour médecins sans diplôme, mais tout le pognon s'en va à l'étranger, quand est-ce que vous allez chanter pour les chômeurs ?» Et j'ai eu une petite idée comme ça, si des fois il y a des marques qui m'entendent, s'il y a des gens qui sont intéressés par sponsorer une cantine gratuite, qu'on pourrait commencer par faire à Paris par exemple, puis qu'on étalerait après dans les grandes villes de France, voilà. Je lance l'idée comme ça, s'il y en a qui nous écoutent et que ça intéresse, ils nous écrivent. Les hommes politiques vont être obligés de te suivre, là. Ils n'avaient pas le choix. Quand je me suis présenté à la présidentielle, je leur ai fait peur. Quand j'ai fait les restos, je leur ai fait honte. Ils savaient que j'allais pas les lâcher. Les Restos du Cœur vont déclencher un mouvement national, toutes classes sociales confondues, des étudiants d'HEC aux retraités fauchés, en passant par les stars du showbiz. Tout le monde. Ouais. Sauf Gérard Lenormand. Il y a même un banquier suisse qui a envoyé un chèque pour les restos, sans signer pour rester anonyme. On va voir l'émission du 26 janvier 1986, qui a rapporté 20 millions de francs. Au départ, Coluche était l'instigateur de cette opération. Ensuite, tous les chanteurs, les gens de cinéma, comme on dit, et puis les gens de radio, les gens de télévision sont venus s'associer avec, évidemment, un autre paramètre, et le plus important, c'est-à-dire vous, car cet après-midi, avec vous, on va pouvoir tout faire. 98% des gens qui ont appelé dans les radios sont pour qu'on fasse varier la loi de manière à régler définitivement ce problème. Je le dirai plus fort pour les sourds s'il faut. Aujourd'hui, nos paupières et nos portes sont closes. Les autres sont toujours en overdose. Aujourd'hui, on n'a plus le droit ni d'avoir peur ni d'avoir froid. Déplacer de chacun pour soi. Quand je pense à toi, je pense à moi. Je te promets pas le grand
s'habituer, on n'a plus le temps. Ni d'avoir faim, ni d'avoir froid. Détaché, de chacun pour soi. Quand je pense à toi, je pense à moi. Pour te prendre pas le grand soir. Et juste à manger et à boire. Un peu de pain et de chaleur. Dans les restos du cœur. Bravo! Bravo! Ah, bravo! Oh, les cons! Au fait, Thierry, c'en est où les restos? Cette année, 142 millions de repas distribués par 70 000 bénévoles à 1,2 million de gens en 2000 centres d'accueil. Ah, dis-moi, c'est du provisoire qui dure, hein? Ah ouais? Pourtant, on est les seuls restos qui voudraient fermer. Bah oui, depuis 37 ans, mais il y a plus en plus de pauvres. Hein. Et ma loi? Ah, la loi Coluche, qui permet aux donateurs d'associations caritatives de déduire de leur impôt 75% des sommes versées, a été votée en 1989, 3 ans après ton arrivée à l'Hôtel du Temps. Une loi à ton nom, c'est pas mal. Merci d'avoir voté ça. Quand je pense que j'avais même pas le certif. Bah ouais. Évidemment, il était tentant de te comparer à l'abbé Pierre. Hein. Oh. Ah bah heureux de vous revoir, mon père. Bonsoir, monsieur l'abbé. Bonsoir à tous les deux. Mon père, c'était quoi Coluche pour vous avant que vous le rencontriez? Je l'avais jamais vu, je l'avais jamais écouté. Je n'avais qu'un seul souvenir, la farce de sa candidature à l'élection présidentielle. Et vous en pensiez quoi? Un faux du roi. C'est très utile. Il faut qu'il marche sur la tête du roi pour éviter qu'il se prenne pour le bon Dieu. Ouais. Et ça s'est passé comment, votre première rencontre? Ah bah j'en menais pas large. Ouais. On est resté un long moment, comme ça, sans rien se dire, quoi. Moi, il me faisait l'effet d'une espèce de grand collégien penaud qui était là, embarrassé. Il aurait pu dire, les restos du cœur, ça a bien marché, il y a 150 millions de centimes de bonus. Et au lieu de ça, il les a donnés à Emmaüs, sans rien dire à personne. La super classe, quand même, hein. Vous allez bien? Ça va? Voilà. On a pensé à vous associer parce que on a eu du rab. On en a eu un peu plus que prévu, alors on vous a amené le reste. Voilà. Merci. Voilà, c'est des petits chèques en général, oui, c'est ça. C'est 100 francs, c'est 170 francs de moyenne, je crois. Et on a lancé cette affaire-là, enfin, vous avez entendu sûrement causer un peu. Et puis, ça marche bien, et puis surtout, ça relance l'idée que vous aviez lancée, qu'il faut être généreux les uns avec les autres. Et avant, je lui donnais mes fringues à l'abbé Pierre, mais il les mettait jamais. Ouais. Le pognon, c'est quand même plus concret. Hein. Enfin, c'était tout de même très poignant. À un moment, on a parlé de la Sainte Vierge. J'ai eu une drôle d'émotion. Là, je l'ai vu sans masque. Hein. Allez, mes amis, je vais devoir vous laisser. Hein. Dieu vous appelle, mon père. Au revoir, mon père. T'as vu? Pour pas lui faire de peine, je lui ai pas dit que Dieu existait pas. Ok, on coupe. Bon, ça va, ma poule? T'as ce que tu voulais? Écoute, oui, ça va très bien, ça va. T'as oublié un truc. Un mot. Venant de toi, monsieur, je sais tout, ça m'étonne. Oh putain, la moto. Eh oui. Le record du kilomètre lancé en 750. Voilà, t'as fait l'abbé Pierre, mais t'as pas fait la bécane. 252,087 km/h. L'anglais avant moi était mort en essayant de dépasser le 250. Come coppia. Come coppia è la migliore. Ah ouais, on n'est pas encore du même tous les jours. Ah, c'est top. 252. Ouais. Putain, j'ai zappé, excuse-moi, mais pourquoi t'as toujours fait de la moto? Bah parce que c'est la bécane qui fait tout le boulot. Ah, c'est comme moi, le ski nautique, quoi. La moto était ta grande passion, quand même. Une des, oui. Quand j'étais jeune, je trafiquais la mécanique derrière chez Monette, ma maman. Et puis mon beau-frère, René Mel, j'étais coureur. On était tous les dimanches sur les circuits. Je peux même te dire que j'ai beaucoup tourné avant de faire des films. Bon, on fait quoi, là? Eh ben, ta carrière, ça commence avec la création du personnage de Coluche. J'ai pas trop le choix, vu que c'est ma vie. Ah ouais. T'es un peu obligé. Hôtel du Temps, Coluche, acte 2, la gloire et les larmes.
Ça te plaît pas? Oh non. Bah non, garde ça pour Dalida, c'est pas pour moi, ça. Ah ouais? Bah ouais. Ok. Ok. Hôtel du Temps, Coluche, acte 2, La Gloire, et après. C'est bien, ça. Tu as fabriqué le personnage de Coluche comme Chaplin avait fabriqué Charlot, quoi, à commencer par le nom. Je m'appelais Colucci. Alors ça faisait Colucci, Colucci partout. Coqueluche aussi, il y a eu un nom de maladie, quoi. Et puis c'est la fille chez qui j'ai débuté, Bernadette, rue des Bernardins, qui a trouvé Coluche. En 1972, déjà, dans le scénario de Rendez-vous au tas de sable, tu te décrivais avec une salopette bleue, t-shirt jaune, chaussures jaunes, manquait juste les petites lunettes et le nez rouge, quoi, en fait. Alors l'idée du nez rouge, ça m'est venu après une balade en mobilette, avec Romain Bouteille. C'était en hiver, il faisait froid, et puis Romain était glacé, mais alors glacé vraiment. Puis il avait le nez rouge, t'aurais vu ça? J'ai trouvé que ce serait vraiment un bon truc pour le spectacle. Coluche était né. Ah, il aurait fallu que tu connaisses Bouboule, mon pote de Montrouge. 1m63, 100 kilos. Oh, putain. Le vrai Coluche, c'était lui. La salopette Oshkosh, c'était lui. Ah, si tu me voyais une fois en costard, tu comprendrais pourquoi j'ai mis une salopette. J'ai le cul plus large que les épaules, j'ai l'air d'un sac. Au départ, t'étais pas gros. J'ai jamais été grand, hein. J'ai d'abord été petit, puis j'ai tout de suite été gros. Mais je me suis laissé grossir. J'ai pris 10 kilos en un an. Je suis monté jusqu'à 96 kilos pour 1m69. Oh, bah oui, parce que tu comprends. Les rondeurs, c'est mieux pour faire rire, on pardonne tout, un petit gros. Donc t'as grossi pour des raisons professionnelles, en fait. J'avais tendance à la bouffe, hein. Ouais. Bah, disons que quand j'ai eu des ronds, je suis devenu rond, quoi. Et puis après, j'ai arrondi le personnage avec ma coiffure qui me faisait une tête de petit gros. J'ai joué la carte que j'avais. Jamais de régime. Ah si, quand même. Je suis monté à 12 assiettes de spaghettis dans la soirée. Non mais, je veux dire, de régime pour maigrir. Ah, je vois pas pourquoi j'aurais fait un régime qui m'aurait fait plus chier que d'être gros. Tu cuisinais? Non, je faisais comme Régine. J'ouvrais des boîtes. Et d'ailleurs, il est où le maître d'hôtel, là? Parce que moi, j'ai la dalle, hein. Ah, tu sais bien qu'ici, le temps ne passe pas. Tu sais quoi? Ouais. On va pas attendre une éternité. Suis-moi, je connais la maison. Ah bon? Chut. Doucement sur la moquette. C'est par là. Je sais pas où c'est, là. Moi, je sais, t'inquiète. T'as vu, là? Quoi? J'habite. On avait dit pas les couilles. Waouh. Ah, on va prendre ça. Mais tu vas pas prendre tout ça, Michel? Ah, t'inquiète pas, comme ça, il y en aura pour tout le monde. Ah, tu vides le frigo, là. Je vais me gêner. La bouffe, c'est fait pour être mangé, que sache, hein? Et puis, t'inquiète pas, regarde. Je connais le chef. C'est un père pour moi. Monsieur de Funès. Et dis-moi, Michel, si les autres clients veulent bouffer, qu'est-ce qui va leur rester? Oh, te casse pas pour ça, ma poule. Tada! Oh putain, c'est quoi comme marque, ce frigo? Ah, c'est moi qui l'ai fait faire. Ça fonctionne sur le même principe que la loi Coluche. 75% de ce que je mange se recharge automatiquement. Comme ça, il est jamais vide, tout le monde peut se servir. Eh, t'es sûr qu'on n'oublie rien, là? Ah si, merde, les bouteilles. Tu vois? Tiens, prends-en 2 ou 3, suis-moi. Heureusement que je suis là, hein. Allez! Faudrait pas qu'on croise le patron, quand même. C'est par là. Ah non, c'est par là. Alors là, on est en 1974, t'as quitté le café-théâtre, t'as ton personnage de Coluche, t'es prêt pour une carrière solo. Et c'est là que Lederman et Martinez commencent à te tourner autour. Ouais, souvent, les requins, ça tourne autour. Ouais. Le Luron appelait Lederman les dents de la mer. Ah ouais? Le prédateur le plus redoutable du monde du spectacle. Tu m'étonnes. Et toi, tu l'appelais comment? Mon vautour. Ah, c'est sympa. Quand j'éternue, Lederman touche. Tiens, Paul Lederman, si vous voulez, je vais vous l'appeler, vous allez voir. Je vais vous faire une expérience, vous allez voir. Paul Lederman est l'impresario de Coluche. Vous jetez une pièce et normalement il sort. Voilà, il est là, Polo. Tu vois? C'est une pièce, voilà. Il y a une pièce par terre, ça y est, il sort. Alors du coup, t'hésites beaucoup à signer, tu fais le tour de tous tes proches en expliquant qu'il y a un mec qui croit que tu vas réussir et qui veut te vendre comme un paquet de lessive. En gros, tout le monde m'avait dit de me démerder, hein. Ouais. Je savais pas très bien si ça allait marcher, mais enfin, c'était pas mon pognon, qu'est-ce que j'avais à perdre? Et puis, il m'avait proposé un contrat mirobolant, je vois pas pourquoi j'aurais été mirobolé ailleurs. Pour avoir du succès, il fallait faire de la radio, de la télé, des interviews. Dans le showbiz, on fait des métiers de pute, Ouais. tu sais bien. Bah ouais. Il y a des moments où il faut serrer les genoux, et d'autres où il faut relever la jupe. Là, Lederman et Martinez ont la bonne idée d'inviter Guy Lux, et le soir du 5 mai 1964... Oh là là, qu'est-ce que c'est que ces conneries, ça? Ah bah non, c'est pas du tout Ah ça, c'est bon? la version de Lederman, ça. Guy Lux m'avait découvert 4 ans avant lui. Ah bon? Sur scène, sur les conseils de Bruno Cogatrix, le patron de l'Olympia, dans une petite salle, la cave au sous-sol. T'avais fait quel sketch?
Guilux m'avait demandé de faire la fleuriste. C'était pour son émission qu'il y a des rousselles. Qu'est-ce que vous auriez désiré? Ah bah c'est pas pour moi, c'est pour une amie qui voudrait savoir ce qu'il faudrait compter à peu près pour avoir quelque chose de joli, quand même présentable. Oui. Elle vous a dit dans quel genre? Fleurs coupées, plantes en pot, plantes vertes, plantes grasses? Ah bah elle est pas très fixée, c'est simplement pour s'enseigner, savoir à peu près ce qu'il faudrait compter. Oui, Voilà. oui. Oui. Elle vous a dit pour quelle occasion? Si c'est un mariage, un décès, si c'est pour offrir? Oui, c'est pour offrir, c'est ça, c'est pour faire un petit plaisir à une dame qui lui a rendu un petit service. Oui, oui. C'est pour faire un petit geste, quoi. Oui, un petit plaisir. Oui. C'est juste pour faire un petit geste. Oui, un petit plaisir. Oui. Ça avait marché? Tu parles, le vide. Ah ouais. Pas un rire dans le studio. Bon, enfin, Guilux s'était pas découragé pour autant. Et là, le 5 mai 1974, le soir du premier tour des élections présidentielles, entre la victoire de Giscard et la réaction de Mitterrand, qui avait perdu, qui était en retard, Guilux doit diffuser absolument un truc, et il choisit de diffuser l'histoire d'un mec qu'il avait enregistré pour son émission Domino. Oh, ça y est, tu ressors les scopitones. Là, c'est ça un mec, mais... Vous la connaissez, non? Ah ouais, parce qu'il y a des mecs, tu vois, parce que dans les histoires, les mecs, des fois, les mecs, tout ça, les mecs, non, parce que, par exemple, parce qu'il y a deux genres de mecs. Ah ouais? Alors, par exemple, genre un mec, par exemple, genre un mec, oui, moi, oui, tout ça, oui, tout ça, les mecs, puis les mecs, non, moi non, non. Et là, c'est plutôt un mec, non, le mec. Mais normal, je veux dire, pas un juif, quoi. Et puis alors après, les gens ont écrit à la télé, quoi. Ouais, comment ça se fait qu'on le voit jamais, celui-là, et tout. Et puis c'est là qu'on m'a revu, quoi. Faut faire rire toutes les 4 secondes. C'est le but. Ouais. Si tu laisses passer 8 secondes sans les faire marrer, ça s'appelle un effet. Si c'est 12 secondes, c'est un bide. Et puis toi, tu fais rire avant même d'ouvrir la bouche. T'as la force comique, la vis comicale et funny bones, comme on dit. Je fais marrer, quoi. T'as inventé le langage de ceux qui n'ont pas les mots. Frédéric Dard a dit, pour faire rire avec des mots, il faut du talent. Pour faire rire avec des points de suspension, il faut du génie. C'est pas mal, ça. Ah ouais, il fait quoi dans la vie, ce Frédéric Dard? Je sais pas. T'as bossé comme un malade. L'art du comique, c'est donner l'impression qu'on fait n'importe quoi. Alors qu'on a bossé 10 heures sur une mimique ou sur une vanne, quoi. Mais enfin, en faisant le con devant les potes, hein, donc c'était plus trop du travail. Et là, tu fais un énorme tube, le schmilblick. Non, tu sais pas le dire. C'est le chimilimic. Oh, ce jeu m'avait toujours fait marrer, ouais. Ouais. Mais enfin, j'ai vachement hésité parce qu'au café-théâtre, on avait déjà fait pas mal de parodies d'émissions, quoi. T'es allé voir Guilux? Moumout écrase les prix, que je l'appelais. Ah ouais? Mais attention, hein, je respectais le bonhomme. Hein. J'ai toujours pensé que Guilux était le plus gonflé de tous. Il a toujours passé tous mes sketchs à la télé, même le CRS arabe. Il voulait me faire entendre les bandes du Spielberg de l'époque. Oh, j'ai pas voulu. La vérité, c'est pas la production. Bonjour Guy, habitants de Cajar, venez nombreux, bonjour. Le premier candidat, c'est monsieur... Monsieur Moulineau, marchand article de pêche à place du marché à Cajar. Un article de pêche de qualité s'achète chez Moulineau. Posez votre question, monsieur Molineau. Oui, alors, est-ce que le Spielblick est-il vert? Non. À quoi pensiez-vous, monsieur? Un ver de terre de chez Moulineau. Candidat suivant, très vite, Simone. Oui, candidat suivant. Papy Mougeot. Alors, Moulouligo. Alors, est-ce que le Tenez, Simone, nous n'avons pas trop beaucoup de temps, il y a d'autres candidats, alors s'il vous plaît. Oui. Candidat suivant. Bonjour Guitou, Jean-François, tu vas faire à Paris avec un 7e art et copine. Alors, est-ce que tu as peur peut se lipoter le Spielblick tout seul dans sa tente? Non, à quoi pensiez-vous? À la même chose que vous, les goutants. Et là, c'est le triomphe. Tu deviens vedette. Ouais, comme la mère de nu. Sauf que moi, je l'ai mon linge à laver, quoi. Avec Homo. Bien sûr. Il y a une bonne femme qui a un torchon avec une tache. Je sais pas comment ils font la tâche, déjà. Et alors, il y a une bonne femme qui arrive dans le siège de la télé, et la bonne femme, elle sait même pas qu'il y a un nouvel homo. Elle est con, la voisine. Elle arrive, ah ben dis donc, t'en as fait une grosse tache sur ton torchon. Alors, ben, je m'en fous, j'ai un nouvel homo. Et l'autre, elle sait même pas qu'il y a un nouvel homo. Quoi? Un nouvel homo? Alors l'autre, elle dit, bah oui, regarde, je prends mon torchon, il y a la grosse tache. Je fais un nœud, je le mets à la machine, je sors la machine, je défais le nœud, il n'y a plus la grosse tache. Et l'autre, elle sied.
C'est aussi propre qu'avec l'ancien homo quand on faisait pas le nœud. C'est plus long, faut faire le nœud. Par exemple, celui qui a 5 kilos de linge, vous faites les nœuds le lundi, vous faites la lessive le mardi, puis après, t'as la semaine pour défaire les nœuds, hein, parce que les nœuds qui ont été dans l'eau, bonjour. Hein. Bam. Au spectacle, 2 fois sur 10, on se fait chier. Donc, quand il y en a un qui fait pas chier, des vedettes, quoi. En tous les cas, ça a été un succès fou. Hein. 500 000 à 45 tours, 300 000 albums. Le Point fait sa couverture, Coluche, Le Nouveau Rire. Là, ça a commencé à marcher, non, t'as pris du blé, là. J'ai vite compris que je deviendrais jamais un nouveau riche, quoi. Je resterai toujours un ancien pauvre. C'est difficile, le succès? Bah, c'est difficile pour ceux qui n'y arrivent pas. Ouais. Mais pour ceux qui y arrivent, c'est facile. J'ai jamais pensé que c'était un métier difficile. C'est comme plombier, hein. Si t'es pas doué, c'est pas la peine. C'est crevant, alors. Ah ouais. Mais comme disait Romain Bouteille, si c'était facile, tout le monde le ferait. Et puis, faut pas croire, hein. Le succès, c'est une question de chance, hein. Tous les ratés te le diront. Dans ta galerie de portraits, il y avait quand même beaucoup de flics. T'étais pas tendre avec eux, hein? J'en ai connu un, une fois, de flic. Il était tellement con que quand par hasard, il disait un truc intelligent, il se retournait pour voir si c'était pas quelqu'un d'autre qui l'avait dit. Les gens ne nous aiment pas. C'est con, hein, parce que nous, on est là pour les protéger, on est là pour les défendre. Tant pis. Les gens ne nous aiment pas parce que c'est flagrant, c'est dans les manifs. Parce que nous, dans les manifs, on est obligé de taper, hein. On le fait pas pour le plaisir, hein. Ils nous obligent. Non, puis on fait gaffe parce que dans les manifs, il y a les fils dégradés, ils ont les cheveux jusqu'à là, je les reconnais pas. Ah ouais, puis il y a les appariteurs. Les appariteurs, c'est les flics en civil comme les manifs, alors. C'est eux qui cassent les vitrines, tout ça, pour dire que c'est les ouvriers, les étudiants. Non, déconnez pas, on va se faire piquer. T'avais quoi de plus que les autres comiques? Je me demande encore. L'humour, peut-être. J'ai fait rire avec le racisme, le sexe, le chômage, les flics, tout ce qu'on n'avait pas le droit de dire à la télé, quoi. Comment est-ce qu'on sait qu'on va faire rire? Tu pars du sérieux. Il y a que les choses sérieuses qui sont drôles. Dès qu'un mec dit quelque chose de sérieux, on peut déjà se foutre de sa gueule. Par exemple? Bah, par exemple, le soir de la mort du pape. Ouais. Il y avait une pub. Grande braderie au marché Saint-Pierre. Je l'ai pas inventé, je l'ai lu. Ouais. Hein? La vérité, c'est que j'ai tout piqué aux gens. Ils ont été ma seule source d'inspiration, les bistrots. Heureusement, tu y allais pas mal. Obligé. C'était mon bureau. Puis après, quand je suis devenu trop reconnu, j'ai envoyé les potes. Parce que si j'y allais moi-même, les gens me reconnaissaient, puis ils avaient l'impression d'être à l'intérieur de la télé. Alors ils se taisaient pour me laisser parler. T'écrivais comment tes sketchs? Oh, j'étais à l'affût de tout, hein. Ah bah j'y pensais 24 heures sur 24, hein. Bah on est dedans tout le temps, hein. Et puis d'un seul coup, je me dis, tiens, c'est bien con, ça ferait bien un sketch, ça me fait marrer. C'est pour ça que j'ai suivi les conseils de Romain Bouteille, d'avoir toujours un papier, un stylo pour noter. Ouais. Au bout d'un moment, la boule de neige fait tache d'huile, ça me fait marrer, puis le spectacle s'écrit comme ça, quoi. T'es vite passé au dictaphone, hein. T'enregistrais toutes tes conneries et celles de tes potes, quoi. Ah bah je butinais, je faisais mon miel, quoi. Mais enfin, ils s'en servaient, eux. Non, bah voilà, moi oui. Ils avaient qu'à en faire quelque chose, hein. Bouteille avait dit, les idées appartiennent à ceux qui s'en servent. Quand je vois un mec qui me dit j'ai une idée formidable, bah je lui dis garde-la, puis fais-en quelque chose, hein. Ce métier, c'est le premier arrivé à l'assassin qui a gagné. Là, tu crées ta bande, des secrétaires, des confidents, des motards, des dealers. T'inventes ta cour, quoi. Oh, c'était surtout des potes, hein. Ouais. Les comptables de Lederman, ils savaient jamais quoi mettre sur les fiches de paye. En plus, ils partaient tous en tournée avec toi. Alors, heureusement que j'étais pas tout seul. T'as déjà trouvé un resto ouvert après 10 heures en province, toi? Pour abriter cette cour, il te fallait un palais. Ce sera la rue Gazan, au parc Montsouris. Un palais, faut le dire vite, hein. C'était un immeuble en briques. D'un étage, entre 2 immeubles de 6 étages. Avec un auvent en verre au-dessus de la porte d'entrée, puis un entrepôt. Ouais, ça, c'était avant les travaux. Après, t'as fait construire des chambres d'amis, un coin bistrot, une salle de jeu avec billard et flipper, une piscine. Ouais, comme elle était vide, on mettait le ping-pong. Pourquoi vide? T'as déjà essayé de jouer au ping-pong dans l'eau, toi? Non. Non, mais au début, t'es content. T'as la piscine, t'as le truc qui chauffe les peignoirs. Alors, les peignoirs chauds quand tu sors de l'eau, un régal. Puis c'est comme tout, les 10 premières années, tu te marres, puis après, tu te fais chier, quoi. Tu vivais comment? Avec Véronique et les enfants, on avait le premier étage. Le reste, c'était à tout le monde. Et à l'entrée, il y avait une boîte de banania avec du blé dedans et on pouvait se servir. J'ai inventé le premier DAB, mais sans code. Ouais. Le seul truc à taper, c'était moi. Enfin, ceux qui avaient besoin se servaient, quoi. C'est l'époque où tu dépenses des fortunes en bagnole, Buick, Studebaker, Cadillac.
Et puis en fait, elle restait, rue Gazan, en attendant que la fourrière les embarque. Et les Rolls? T'as oublié les Rolls? Alors la Rolls, c'est un réflexe de pauvre. Je tiens à rassurer les mecs qui en rêvent, c'est bien, c'est pas une voiture, c'est une Rolls. Non, la première année où ça a marché, j'ai acheté 14 caisses. Oh putain. Et je tiens à dire que l'argent fait le bonheur. Tu dépensais combien d'argent de poche par jour? Une brique. Alors tu couvres tes amis de billets d'avion, de caisses de vin, de montres de collection, de grosses motos. C'est pas tout de gagner 1 milliard par an, mais faut-il encore le dépenser? 1 milliard? En 1 an et demi au gymnase, j'avais fait 1 milliard 700 millions de recettes. Ah ouais, avec comme seul décor une salopette, alors t'imagines? Les cadeaux tout le temps, là, c'était ta façon à toi de leur dire que tu les aimais, quoi. J'adore faire plaisir. Et puis claquer du blé, ça m'obligeait à en gagner. Ouais. Et les jours où la presse disait que je gagnais trop d'argent, je comptais la recette sur scène. À l'époque, le truc qui te gaffe vraiment, c'est les tournées. T'as jamais été très à l'aise avec la province, hein. Les tournées, j'ai toujours préféré les payer au bistrot que de les faire. Non, l'idée, c'était de gagner suffisamment de blé dans les 10 ans pour pouvoir m'arrêter, quoi. T'étais pas fan des séances d'autographes, hein. Quand t'es une vedette populaire, les gens ont tendance à penser que t'as à leur disposition 24 heures sur 24. Le problème, c'est que tu peux pas en vouloir au mec qui te tape dans le dos d'être le 50e à te taper dans le dos. Puisque lui, c'est la première fois qu'il te tape dans le dos. Donc tu signais des autographes comme tout le monde, quoi. Je marquais juste machinalement Coluche, puis j'embarquais le silo. Enfin, c'est vrai qu'en fonction du nom, ça peut très vite devenir casse-couille, hein, je te le confirme. C'est pour ça que j'ai fait faire ça. Tiens. Oh putain, c'est génial. Tu le liras. Merci Michel. J'en étais où, moi? Aux tournées. Ah ouais, alors avec les tournées, bien sûr, le problème, c'est que t'étais pas souvent chez toi. Si j'avais voulu voir ma famille, il aurait fallu qu'elle fasse ma première partie, hein. Et alors, pour rester à Paris, tout en étant partout en province, bah tu fais de la radio. Voilà, en 1978, sur Europe 1, ça s'appelle « On n'est pas là pour se faire engueuler ». C'est de 15h30 à 17h, et là, c'est l'explosion. Ah oui, mais attention, j'avais demandé des conseils à un pro de la station. J'avais demandé à Jean-Yann. Ah, Jean-Yann. Il m'a dit, t'as le droit de tout dire. Ton seul risque, c'est de te faire virer. Et tu ne dois travailler que dans cette perspective. Et si tu commences à te fixer des limites, tu diras plus rien. Et tu vas devenir un vendeur de pub ordinaire. Sur Europe, tous les matins, tu te disais que tu pouvais te virer le jour même. Ah bah mes trucs impliquaient des grossièretés, des calomnies, tout ça, quoi. Tant qu'on fait rire, ça reste des plaisanteries. Ouais. C'est quand c'est plus drôle que ça devient des insultes. Pour se faire engueuler, on est là pour la fête à mon pote. Oui, Coluche, salut mon vieux. J'aimerais bien que t'engueules un petit peu aussi les gars qui s'occupent de faire régler les amendes dans Paris de stationnement interdit. Alors, dis pas qui c'est, mais enfin, je m'appelle quand même Duval et je suis barbouilleur à la Courneuve. Merci. Allez, salut Coluche, bon courage. Ah, salut le barbouille. Je vais te donner une combine. Si tu veux pas être emmerdé, tu les payes pas du tout. À partir de demain, tu dis, j'ai perdu mes papiers dans le déménagement. Et tu te fais faire tous tes papiers à une autre adresse. Et tu n'as plus jamais de contravention et les envoies à l'autre adresse. Et non, je voudrais un petit renseignement, là. Oui. Ce serait possible de me donner l'adresse du baron en pain, là. Parce que je voudrais lui offrir un abonnement à la revue Les Doigts d'Or Cuisine. Si je tenais le con qui a eu l'idée de ce répondeur... Oh merde, je le tiens, dis donc, c'est moi. Ce qui fait le succès du truc, c'est que tu sors de ton rôle de comique pour devenir une sorte de penseur du merdier ambiant. On jouait le direct à fond. Ah bah les micros étaient ouverts tout le temps. Même quand je mangeais, j'étais à l'antenne. Un jour, t'as même fait intervenir des ouvriers qui bossaient sur des échafaudages dans la cour d'Europe 1. Bref, t'as inventé un style qui aujourd'hui est devenu la norme, quoi. Ouais, ou bien je déchirais mes contraventions à l'antenne, quoi. En quelques mois, l'audience est multipliée par 4 et tu doubles l'émission de Bouvard sur RTL, Les Grosses Têtes. Eh ouais. Et là, le pape Jean-Paul Ier meurt après 33 jours de règne. Et toi, tu fais mettre un générique super sérieux, musique funèbre, et tu dis, le journal de bande dessinée pilote est mort. È morto, il pilote. Et puis tu dis, ah merde, le pape aussi est mort. Oh la boulette. Ouais. J'avais pas fait gaffe. C'est dommage, hein. Je l'aimais bien, le pape. J'ai été manger une fois chez lui. Vachement sympa. Oui, mais elle... Du coup, Europe 1 te passe en hebdo le dimanche matin, puis ils finissent par te virer, quoi. Et ce qui m'étonnait, c'est pas qu'il m'ait viré, c'est qu'il m'ait engagé. T'avais quand même tenu 1 an et demi. À Radio Monte-Carlo, tu vas tenir 12 jours. Même pas le temps de faire chier le prince. T'as quand même commencé par bonjour, on est en direct du Rocher aux putes. Tu voulais vraiment te faire virer, quoi. Le problème, c'est que j'avais rien à faire sur RMC. Ouais. C'était pas Europe. Après l'épisode Radio Monte-Carlo, on assiste à une violente campagne de presse, au titre de ta vulgarité. On est dans la merde en France. On est dans la merde. C'est-à-dire que moi, personnellement, ça va, j'ai gagné du pognon et je le dis tout le temps et j'en ai rien à foutre, je vais me tirer. Mais pour ceux qui sont obligés de rester, c'est vraiment le bordel.
grossier, jamais vulgaire. Et là, en 1980, tu annonces ta retraite anticipée. T'arrêtes ta carrière. Après 1000 dates au gymnase, c'est dans le livre des records. T'es arrivé au sommet de la montagne et tu découvres qu'il n'y a rien en haut. Tu sais, la popularité, c'est comme le parfum. Hein. Un peu, c'est très agréable, mais faut pas tomber dans le bocal, sinon ça devient vite une odeur. Puis après, tu la trimbales. Alors pourquoi tu es parti? Pourquoi tu nous as laissé tomber? Nous t'aimons, il faut revenir. Alors oui, dis-moi mais, pourquoi? C'est-à-dire Le que public j'avais ne te manque envie pas de faire autre chose. Et puis, je l'ai fait. Non, et puis, je sais pas, c'est un métier qui est sympa, mais enfin, une fois que on sait le faire, il faut essayer, je sais pas. Mais le public ne te manque pas. Je dis comme pas ça. que j'ai arrêté pour donner l'exemple, et je retournerai la question à personne en demandant pourquoi il reste, mais je dis simplement que, je sais pas, si j'arrive à faire un autre truc plus marrant, eh ben c'est mieux, quoi. Tu voulais plus bosser du tout. Pourquoi? Pourquoi faire? Les mecs bossent 11 mois par an et le 12e, ils essayent d'aller le passer au soleil. Eh ben moi, je voulais faire comme eux, mais en inversant les proportions. Voilà. La vraie vie, c'était ailleurs. T'en avais marre des cadences infernales. On parle toujours de la spirale de l'échec. Mais il y a aussi la spirale du succès. Parce que plus un disque se vend, plus il faut faire de galas. Et plus tu fais de galas, plus de disques se vendent. Eh ouais. Je me tapais 50 000 bornes par an en bagnole. Mon métier, c'est pas de travailler à la chaîne, c'est de surprendre, non? Hein? Tu faisais comme Jacques Brel, qui à la fin de sa vie s'est exilé aux Marquises en Polynésie. Oui, mais moi, j'ai pas attendu d'être mourant pour le faire. C'était comme ça aussi à Montrouge. Les mecs parlaient toujours de la retraite au soleil, puis quand ils y arrivaient, ils canaient d'un concert. C'est pas trop tôt pour te casser? Oh, tu me demandes pourquoi j'ai arrêté. Et moi, je me demande pourquoi j'aurais continué. J'ai arrêté parce que j'avais envie de plus rien foutre, voilà. Et puis le travail, c'est pas un but dans la vie. Le but, c'est quand même d'arriver à rien foutre. Mais Lederman, ça allait quand même lui faire un sacré manque à gagner, non? Il n'avait pas le choix. Enfin, si. Il pouvait monter sur scène et faire rire. Moi, je serais allé le voir. Donc pas de regret, tu quittes le music hall. Tu vois, moi, je suis fils de fleuriste. J'ai pas de diplôme. Ma réussite, c'était déjà un miracle. Alors, puisque la vie m'avait donné la chance de devenir riche, eh ben, ma fortune, je voulais en profiter peinard avec ma femme et mes enfants avant que cette vie complètement dingue m'ait épuisé, quoi. La retraite à 35 ans, ça s'appelle. J'ai arrêté de travailler tous les jours. Ce qui comptait, c'était plus Coluche, c'était Michel. Pour être officiellement en vacances, tu vas même quitter Paris. Tu comptais t'installer où? J'avais acheté une maison à Dehaix, en Guadeloupe, en me disant que j'irais peut-être m'installer là-bas. À partir du moment où tu vas t'installer là-bas, évidemment, on te voit moins. Tu comptais faire quoi? Rien. C'était le but. Je voulais être avec mes potes. Et puis m'occuper de mes gosses. Parce que jusque-là, ils m'avaient surtout vu à la télé. Hein. À la Guadeloupe, tu t'emmerdes. Hein. T'en avais marre du boulot, mais tu détestais encore plus les vacances. Hein. Disons que ça faisait bizarre de passer de tout à rien. Ah, je savais plus trop quoi faire. Hein. Alors je passais beaucoup de temps à regarder la télé dans ma chambre. Puis le reste du temps, je me battais contre les moustiques, quoi. T'avais rêvé des mers du Sud, mais tu découvrais que c'était pas fait pour les vacances, quoi. Mais ta maison, les Rocailles, elle était bien, non? Ah ouais? Ah 6 hectares, et t'aurais vu. Des cocotiers, des bananiers, des manguiers. C'était une baraque en haut d'un morne, surplombant la baie. Et on a commencé par faire construire un bar dans les arbres. Le Tarzan. En fait, c'était pour tes potes. Ah ouais, il y avait un bungalow pour Devers, une cabane pour Renault, un resto puis une piscine, quoi. Bateau? Au début, j'ai essayé le catamaran. Ça bouge tout le temps, ce machin. Impossible de rouler un joint sans tout renverser. Non, puis après, j'avais une grosse vedette. Hein. Le Johnny B. Good. On l'avait repeinte aux couleurs de Bob Marley. Et au-dessus de la cabine, on avait mis des haut-parleurs. Oh, t'aurais vu les entrées dans les ports. Et puis en mer, on tirait les lignes à l'arrière et on bouffait du poisson. On a fait tout le tour des Caraïbes comme ça. Puis après, j'en ai eu marre. Les potes ne venaient plus de Paris. À cause des douanes, il a fallu brûler les plants de cannabis. Et les indépendantistes ont fait exploser la maison. Ouais, la mienne. Et pas celle de mon voisin, Robert Charlebois. Ouais. Ah décidément, Charlebois, et c'est moi qui trinque. Et j'ai plus jamais foutu les pieds aux Rocailles. Comme quoi, les rêves, c'est fait pour être rêvé. Hein. En parlant de rêve, t'attaques le cinéma, quoi. Tu veux passer de vedette à star. J'ai toujours été dingue de cinéma, moi. Oui. Ah quand j'étais jeune, j'étais abonné au cinéma d'art et d'essai. Le Champollion, au quartier latin. Même que j'allais demander à l'ouvreuse comment faut faire pour faire du cinéma. Alors j'ai vu tous les Rémus, Bourvil, Fernandel, et puis les Américains aussi. Hitchcock, Lubitsch, Hawks. Donc là, tu privilégies ta carrière au cinéma. Je peux même te dire que j'ai fait des sketchs pour devenir acteur et faire du cinéma. Mais moi, ce que je voulais, c'était faire un film de temps en temps. J'en prends l'oseille et tire-toi, en flemmard. Le cinéma, rien à voir avec la scène. Un spectacle, faut y aller tous les jours. En bagnole, faut répéter, monter le chapiteau. Il faut tenir à 2 heures sur scène. Hein. Et là? Le cinéma, c'est pas pareil. Hein.
Ah bah le plus compliqué, c'est de se lever le matin. Après, c'est fastoche. Hein. T'arrives, on te met un costard qui est pas à toi. Faut pas le salir, mais enfin tout le monde s'occupe du costard à ta place. Après, on te maquille, on te met des petits Kleenex, là, toujours pour pas salir le costard. Et puis ensuite, en attendant de tourner, t'es assis sur une chaise à ton nom. Et puis un seul coup, on te dit, tiens, c'est à toi. Alors t'arrives, tu dis 2 mots, ça dure 30 secondes. On doit faire 2 minutes utiles dans la journée. Alors tu vois, c'est pas cassant comme boulot. Hein. C'est simple, il y a des soirs, quand je faisais du cinéma, je rentrais en courant du studio, sans ça, j'étais pas assez crevé pour dormir. Le rôle de tes rêves. Un rôle très court et très bien payé. T'aimes quel genre de film? Forcément, j'aime bien les films comiques. Hein. C'est fait pour distraire, puis j'aime bien le principe. Je suis prêt à jouer n'importe quel imbécile qui tombe dans n'importe quelle merde, habillé n'importe comment, à partir du moment où l'histoire a un sens, du moment qu'il s'agit de faire rire. C'était quoi le problème? Le problème, c'est que le comique, c'est mal. Parce que si tu ris de quelque chose de mal, tu fraternises avec le mal. Et puis si tu ris de quelque chose de bien, tu te moques du bien. Donc c'est mal de toute façon. C'est d'ailleurs avec un film non comique, Ciao Pantin, que tu connaîtras la consécration. Le film gagne 5 Césars, dont celui du meilleur acteur pour toi. T'es le premier comique à remporter un César. Le gagnant est Coluche pour Ciao Pantin. Je suis très ému. Je remercie Claude Berry, comme tout le monde. Franchement, on m'avait dit pour être comédien ou comédienne, on me disait toujours partout, tout le temps, c'est pas dur, il n'y a qu'à coucher avec le metteur en scène. Eh bien, franchement, j'ai tout essayé, il y en a quand même qui veulent, mais c'est pas les meilleurs, hein. Bon, c'est rien du tout, c'est la télé, ça se casse la gueule. C'est normal. Faites attention au ministre, c'est ce qu'il y a de plus important ici. Et comme il y en a 2, elle est bien des 2 côtés. Faites pas les cons. Par exemple, le ministre de la Culture, donc un truc pas compliqué non plus, enfin, à entretenir, et le ministre du temps perdu à un fric fou. Il est où? Le César? Ouais. J'ai donné à ma femme. Et les disques d'or à ma mère. Ciao Pantin, c'était produit et réalisé par Claude Berry. Ouais. Ah, il est là. Oh, c'est organisé ton truc. Ah ouais, je veux. Salut Michel, salut Thierry. Salut Claude. Salut ma poule. Alors, votre premier film ensemble, c'était Le Pistonnet, en 1970. Je cherchais des acteurs pour Le Pistonnet, et c'est mon second assistant, Claude Confortès, qui m'a amené au Café de la Gare. Après le spectacle, on a bu un coup, et j'ai vu dans son regard qu'il avait envie de faire du cinéma. J'ai pas vu le comique. T'as vu tout de suite l'homme qu'il était, quoi. J'ai toujours su que Coluche avait le talent de Jean Gabin, oui. Et toi, t'avais le talent de voir que Coluche avait le talent de Jean Gabin. En 76, tu fais L'aile ou la cuisse, avec De Funès. Presque 6 millions d'entrées. Ça te fait de la peine, papa? T'inquiète surtout pas. Ah bon? Mais j'aurais aimé l'apprendre autrement. J'ai essayé de t'en parler plusieurs fois, mais enfin... Ça fait longtemps que tu... Ça. Ben, il y a quelque temps, j'ai pris des cours de comédie, tu te souviens? Oui. Mais t'avais pas tellement apprécié, toi. Je t'avais demandé de choisir et tu es resté avec moi. Ouais, puis j'ai monté ça. Et ça marche. Ça démarre. Les histoires de tarte à la crème, ça les fait rire? Ouais. Oh. Mais alors, moi, par exemple, je prends ce seau et ils vont rire? Peut-être, ouais. Bah, c'est raté. Comme toi. Et 3 ans plus tard, Claude te convainc de faire Inspecteur la bavure avec Depardieu, réalisé par Zidi. 4 millions d'entrées, le mec. Allô? Patron, j'ai l'impression qu'il se doute de quelque chose. Il regarde vers moi. Patron, ils m'ont repéré. Qu'est-ce que je dois faire? Vite! Ils viennent vers moi, Vatrin. Je planque? Ah, allô? Ils me regardent. Vatrin! C'est des gros, il y a que des gros, ils sont énormes. Je sais pas quoi faire, moi, je peux pas les arrêter, j'ai pas assez de menottes. Panique pas, petit, on arrive. Ben oui, mais aussi ils arrivent. Ah! Qu'est-ce qui se passe? Attention! Vatrin! Qu'est-ce qu'il y a? Je les vois plus. Qu'est-ce qui se passe? Je les vois plus où ils sont. Au secours! Arrêtez! Arrêtez! Non! Ils volent la voiture! Ils me volent! Je m'envole! Ah! Napoléon! Ah! Qu'est-ce que c'est? Clément, ici PC Système Arrondissement. Qu'est-ce qui se passe, Clément? Qu'est-ce qui se passe? Dans votre contrat, tu voulais aussi que Claude réalise le premier film. Ah oui? Ça sera Le Maître d'école en 81, 3 millions d'entrées. Ensuite Banzai,
avec Zidi, en 83, 4 millions d'entrées, et La femme de mon pote, avec Bertrand Blier. J'avais raté un des 2 rôles des valseuses, puis je voulais à tout prix travailler avec Blier. Ça fait quand même un bilan très positif. Vous décidez tous les deux de re-signer pour un film par an pendant 5 ans. C'est comme ça qu'on a fait Ciao Pantin. Un matin, dans la cour de l'immeuble où étaient mes bureaux, rue Lincoln, je montais dans ma voiture, je partais pour le Kenya, où se tournait l'Africain de Broca avec Deneuve Noiret. Arrive Spielmaker, qui bosse avec Coluche, qui m'arrête et me supplie d'emporter un livre, Ciao Pantin, d'Alain Page. Je l'ai lu dans l'avion. Lambert, c'était lui. Et le look? Ah, ça, c'est mon pote Ludo. Ah ouais? Ah ouais, il a eu l'idée de la fine moustache et des petites pattes taillées en biseau, comme ça. Et les cheveux grands en arrière? Ah, ça, c'est Didier Lavergne, mon autre pote qui a eu l'idée. Ah, tu sais que Didier Lavergne, il a eu un Oscar pour La Môme. Oh, putain, un Oscar? Eh ouais. C'est encore mieux qu'un César, ça. Je te le fais pas dire. Hein. On avait Lambert. Dans le premier plan du film, Coluche est de dos. Et quand il s'est retourné, j'ai ressenti une telle émotion en voyant son visage que j'ai eu le pressentiment qu'il aurait le César de meilleur comédien de l'année. J'étais un gros con de flic. Je sais pas ce que c'est. Inspecteur Lambert. Tricolore jusqu'au slip. Ça m'est égal. J'étais un gros con dans toute sa splendeur. J'avais pas le temps pour mon fils. Ou alors pour l'engueuler. J'avais la tête au boulot, j'y croyais. Alors évidemment, un jour, il en a eu marre d'avoir un père aussi con. À 16 ans, il a commencé à se droguer. J'ai voulu le désintoxiquer à ma façon. Pendant 2 semaines, je l'ai enfermé dans sa chambre. Avec de l'eau et du pain sec. Comme un flic. Si j'avais pu le foutre en tôle, je l'aurais fait. Ça s'est terminé comment, tous les deux? 1986, on préparait avec Promotion Canapé avec Zidi. On a tous déjeuné à la Voile Rouge, à Saint-Tropez, et après, Michel m'a raccompagné à l'hôtel. On s'est embrassés. C'était la dernière fois. Entre Michel et moi, ça a été une histoire d'amour. On n'a jamais cherché à se plaire, ça s'est fait comme ça. Je vais y aller, j'ai un poker avec mon temps. Salut vous deux. Salut Claude. Salut Claude. Coluche président, au départ, c'est une blague de fin de dîner, quoi. Tu disais que ça serait plus marrant de faire la campagne entre Giscard et Mitterrand avec un gros nez rouge. Mes potes Goupil et Najman, qui étaient des vrais révolutionnaires, avaient sans doute une autre idée derrière la tête. Le 30 octobre 1980, à 15h, tu convoques les médias au gymnase. T'annonces ta candidature. Avec une plume dans le cul. Comme on a voté pendant 30 ans pour des gens compétents et intelligents, je propose aujourd'hui qu'on vote pour un imbécile qui n'y connaît rien, c'est-à-dire moi. Giscard était favori. Mitterrand en était à sa 3e tentative. Moi, j'avais raté mon certif, mais enfin, j'avais pas essayé 3 fois non plus. Le match était bloqué. Donc tu décides d'être le chien dans le jeu de qui, quoi? Je voulais surtout faire remarquer aux hommes politiques qui me prenaient pour un rigolo que c'est pas moi qui avais commencé. Les politiques faisaient dans le spectacle. Fallait qu'on utilise nos droits de réponse. Je disais, j'arrêterai de faire de la politique quand Marché arrêtera de faire rire. Ça s'est passé le 28 juillet. J'étais en Corse avec ma femme devant la télévision, et quand j'ai entendu François Mitterrand, c'était à 13h, quand j'ai entendu François Mitterrand refuser de s'engager sur l'existence d'une défense nationale indépendante, j'ai dit à ma femme, François Mitterrand a décidé d'abandonner le programme commun de la gauche, fait les valises, on rentre à Paris. Et nous sommes rentrés à Paris. Là, la rue Gazan se met immédiatement au boulot. Vous avez le soutien de Libération. J'avais inventé une liste de soutien de 151 célébrités. Sans leur accord, bien entendu. Eh ben, ceux qui ont le plus gueulé, c'est ceux qui étaient pas. Alors, tes punchlines font marrer tout le monde. La France était coupée en 2, avec moi, elle sera pliée en 4, quoi. Ou alors ton slogan, le seul candidat qui n'a aucune raison de mentir. Est-ce que là, tu te dis, je deviens un homme politique? Est-ce que c'est la naissance du coluchisme? J'avais pas de plan d'attaque, vu que c'était pas pour moi que je me présentais. C'était pour tous ceux qui voulaient essayer d'en profiter pour faire quelque chose, quoi. Coluche, c'est une boîte vide. On gueule dedans pour que ça résonne. Mais politique, c'est quand même un métier. 50 droits et tout le reste de travers. J'aimerais quand même qu'on m'explique comment, depuis des dizaines d'années, les ministres de la Culture passent sans problème à l'agriculture, du budget à la guerre, de l'intérieur à l'extérieur. Non mais merde. Quand on est chef de gare, on n'est pas chef comptable, hein, et pourtant on est chef. Tes électeurs, tu comptais les trouver où? Mais figure-toi que c'est pas moi qui cherche un électorat. C'est l'électorat qui cherche un candidat.
Mais ces électeurs prêts à voter pour toi, tu savais qui ils étaient? D'abord, il y avait tous ceux qui avaient voté pour la gauche, pendant 30 ans, pour rien. Et ceux qui avaient voté pour la droite, pendant 30 ans, pour rien aussi. Et ceux qui connaissaient pas de promesses tenues, bah tout le monde, quoi. Tu as dit, si les élections servaient à quelque chose, il y a longtemps qu'ils les auraient supprimées. Quand je vois un mec qui a pas de quoi bouffer aller voter pour un parti, ça me fait penser à un crocodile qui rentre dans une maroquinerie. Oh. Faut dire que tu n'avais pas vraiment de programme non plus, hein. Je n'avais pas de raison d'avoir un programme, puisque je voulais pas être élu. Le problème, c'est que les autres en ont un, mais ils le respectent pas. Et les 500 signatures? Si on en avait eu 2000, on serait présenté à 4. Et puis toi, tu remplissais des salles. Pendant ma campagne présidentielle, j'ai fait plus d'entrées payantes que tous les autres n'ont fait d'entrées gratuites. C'est quand même un signe, ça. Mais t'avais bien des revendications, quand même. Je pense qu'avant d'améliorer le sort des gens, l'idée serait déjà d'améliorer les gens. J'espère que vous allez voter pour moi. Ça tombe très bien, je me présente pour vous. Hey, salut tout le monde. Le climax de ta campagne, c'est la semaine où le Nouvel Obs, l'hebdo de la gauche caviar, fait sa une avec la France de Coluche. 27% des lecteurs étaient prêts à voter pour toi. C'est après avoir lu ce sondage que Mitterrand avait fait ce rêve affreux. Il était seul à se présenter et était battu quand même. Et c'est pas tout. Il y a des intellectuels qui prennent position pour ta candidature. Ah ouais, j'ai vu Deleuze, Guattari, Bourdieu, tout le monde débarquer rue Gazan. Ah, je comprenais pas tout ce qu'ils disaient, encore moins ce qu'ils avaient écrit. Mais enfin, avec 2-3 pétards... Marc, il devait se dire, tant qu'à avoir un candidat populiste, autant qu'il soit de gauche. Oh! Et c'est quoi ce téléphone? Ah ouais, il y en a qui bossent, merde! Pardon. Excusez-moi, monsieur, c'est pour vous. C'est monsieur Lederman au téléphone. Ah, je le prends pas. Oui. Le concierge lui a dit, et malheureusement, il insiste. Qui dise un chiffre? Monsieur Lederman ne désire pas parler d'argent. Ah, ça m'étonne pas. À chaque fois qu'on parle d'argent, Lederman pense qu'on se fout de lui. Il dit que ce n'est pas ça, que ça n'a rien à voir du tout, et qu'il veut redevenir votre ami. Ah, il m'aime. Il m'aime combien? Monsieur Coluche demande, vous l'aimez combien? Il dit qu'il vous aime plus que tout. Bon, très bien. Est-ce qu'il peut faire un virement rapide au Restaurant du Cœur? Il a raccroché. Ben voilà. Monsieur Lederman? Monsieur Lederman? Là, ça devient sérieux, là. Matignon et l'Élysée envoient des téléx à tous les préfets pour barrer la route des 500 signatures. T'es l'homme à abattre. C'est le cas de le dire. Ça tirait de partout. Les journalistes ne croient pas les mensonges des hommes politiques. Mais ils les répètent. C'est pire. Et le système se défendait, c'est normal. Mais là, ça a été le coup de grâce, hein. À la une de toute la presse, le gorille de Coluche assassiné. Le cadavre d'un homme de 40 ans, découvert avec 2 balles dans la nuque dans une clairière de Gournay-sur-Marne, n'aurait fourni sans doute qu'un fait divers en 3 lignes si, après vérification de son identité, on ne s'était aperçu que René Gorlin, c'est le nom de la victime, était un proche de Coluche. C'était le régisseur des spectacles de Coluche. René Gorlin, 35 ans, 2 balles dans la nuque. Ça m'a pas fait marrer du tout. Sa mort m'a même carrément choqué. Mais c'était pas mon garde du corps, hein. C'était un mec qui bossait avec nous sur les tournées. Ah ouais? Là, c'est la grosse parano rue Gazan, hein. Tout le monde voit les RG partout. Le passé vaguement gauchiste de Véronique est épluché. Ça a duré tant qu'on n'a pas su que c'était sa femme qui l'avait tué. Crime passionnel. Les flics l'ont su assez tôt, hein. Mais enfin, ils ont quand même continué d'enquêter un petit peu, histoire de savoir 2-3 trucs sur nous, quoi. Et avec la mort de Gorlin, la boîte de Pandore s'est ouverte. De Rogy dans l'Express fait un article fond de poubelle, pourri. Et honneur de la police, le groupe qui avait revendiqué l'assassinat de Pierre Goldman, le frère de Jean-Jacques, de menaces de mort. Ah ben, tant que Giscard et Mitterrand n'ont pas été candidats, ça se passait très bien. Dès qu'ils l'ont été, c'était terminé. Allez, Vlance, circulez, il n'y a plus rien à voir. Vous n'avez plus le droit à la parole. Tu leur faisais peur? Avec 16% d'intention de vote dans les sondages, devenez l'arbitre. Celui qui peut faire basculer une élection. Puis ça, ils n'ont pas supporté, quoi. C'est là que Mitterrand a la bonne idée de te calculer. Hein? Te calculer, te prendre au sérieux, te considérer, quoi. Ah oui, il m'a envoyé à Tali, quoi. Ouais. On a discuté jusqu'à 5h du mat. Alors la presse te boude, le pouvoir te censure. À l'époque, il n'y a aucun candidat à la présidentielle qui te soutient, en fait. Ni les candidats, ni les journalistes, mais enfin ça, c'était normal. Hein. Ce qui était moins normal, c'est que les Français trouvent ça normal. Parce que ces interdictions, c'était quand même une atteinte aux libertés. Les leurs,
Celle pour laquelle ils étaient censés se battre. T'as été aussi censuré sur le plan professionnel, hein? Ah oui, Guy Lux voulait que je passe dans son émission, le palmarès des chansons. Sardou m'avait demandé de le faire avec lui. Eh ben la direction a refusé. Même le sketch que t'avais enregistré pour Colaro est interdit. T'es censuré de partout. Ouais. Ah, messieurs les ministres. Alors, entrez, alors, qu'est-ce que c'est? À quelle heure vous arrivez maintenant? Écoutez, je suis désolé. Qu'est-ce que c'est que cette tenue? Mais ça ne va pas du tout. Écoutez, monsieur le président, on a pensé vous faire plaisir sans blague merde. Oh, mais enfin, flûte, alors crotte, ça ressemble à quoi, alors? Des ministres? Alors, De toute façon, on s'habille comme on veut, fait chier, non? Ça, monsieur, je vous en prie, quand même, un peu de tenue. Maintenant, nous avons obtenu un poste important. Il ne faut plus rigoler, on ne rigole plus. Absolument. alors dites-moi, quel est l'ordre du jour? Bon, on va pas se faire chier, il a un programme. Je crois Toi, que- tu fermes ta gueule et puis c'est tout. Qu'est-ce que c'est que ce regard? Mais il a raison, ferme ta gueule et puis c'est tout. Maintenant, c'est à moi de causer. J'en ai ras le cul de voir les clébards chier sur les trottoirs. Maintenant, tout chien qui chie, rac. Non, non, ça ne peut plus durer, c'est terminé. Alors écoutez, monsieur, le gouvernement est dissous. Et dissous, c'est pas cher. Bonsoir les mecs. Les rares journalistes qui voulaient s'intéresser à moi n'en avaient pas les moyens. Leur chef bloquait tout. Il n'y avait plus que la presse étrangère qui s'intéressait à moi. Et puis à un moment, t'en as marre, quoi. T'as trouvé que la plaisanterie avait assez duré. Et t'annonces à l'AFP que t'es plus candidat. J'avais pas élevé le niveau du débat politique, hein, mais j'avais considérablement élevé celui de la plaisanterie. Quand je me suis présenté, je comptais pas du tout avoir en moyenne 8 ou 10% des voix. Je vous rappelle quand même qu'à un moment, il y en avait même qui m'avaient collé 16. Mais ça, il y avait peut-être été un peu fort. Hein. Vous savez ce que c'est que des journaux, faut les vendre. Dans l'état actuel de ma candidature et de la censure, je préfère que ma candidature s'arrête parce qu'elle commence à me gonfler. Ce que je voudrais dire à ce sujet, c'est que tant que ça m'a fait rire, c'était très bien. À partir du moment où ça m'a pu faire rire, évidemment, ça se gratte un peu, quoi. Puisque si moi, ça me fait pas rire, comment je vais faire pour faire rire les autres? Le 10 mai 1980, quand François Mitterrand est élu, ça a dû te faire plaisir, quand même. Oui, pas autant que lui, mais enfin, ça m'a fait plaisir, ouais. En fait, j'ai pas pu voter pour lui, j'avais oublié mes papiers et ma carte d'électeur. Aujourd'hui, quel bilan tu tires de l'opération? C'est probable que pendant encore des générations, quand il y aura des présidentielles, il y aura un mec pour dire « Souvenez-vous qu'un certain Coluche avait fait 16% d'intention de vote quand le RPR en faisait 17 et le Parti communiste 15. » C'était quand même un signal d'alarme dans une démocratie, ça. C'est la première fois que les gens voulaient voter pour quelqu'un qui voulait pas être élu. C'est très important comme démarche. Et puis ces 16%, je les ai retrouvés quand j'ai fait des restos. C'est à cette époque que Véronique, ta femme, te quitte. Tu sais pourquoi ça tient pas? Parce que c'est difficile d'être à côté d'un mec qui fait vraiment carrière, quoi. Faut s'occuper de lui tout le temps, c'est un boulot, hein. C'est pire que des gosses ou un chien. Et là, tu flippes, quand même. Ah, quand t'as eu une femme, des enfants et que tu divorces, tu te dis... Qu'est-ce qui peut m'arriver de pire, quoi? Là, après le départ de Véronique, tu déprimes, quoi. C'est ta période. M'aide pas, j'irai déjà pas tout seul. Ah bah, j'étais trop lucide pour être consolé, hein. Puis c'est toujours pareil, les gens veulent toujours te donner des conseils. Te défonce pas trop, ce genre de conneries, quoi. Mais moi, les excès, c'est ce que je fais de mieux. Je suis capable du meilleur comme du pire, mais dans le pire, c'est moi le meilleur. À cette époque, l'héroïne te coupe du monde. Ni bouffe, ni baise. Tu deviens complètement imperméable aux autres. Tu déprimes. T'as eu envie de te foutre en l'air? Ah non! Ah bon? Non, le suicide, c'est une vengeance personnelle, et moi, personnellement, je m'en veux pas. Non, je voulais continuer à vivre, mais je savais plus trop comment, quoi. Je me voyais finir dans un cirque, comme un vieux clown. Mais si, souvenez-vous, j'étais Coluche. J'aurais dit ça en enlevant mon nez rouge. À l'automne 84, tu réalises que t'es bien accro à l'héros, quand même, hein? Je suis de nature excessive. Alors si je fais un truc, je le fais trop. Et la poudre, j'ai mis le nez dedans, puis après j'ai mis la tête, et puis après j'en ai eu jusqu'aux oreilles. Vous avez connu le monde de la drogue. Oui. Et je crois qu'actuellement, vous en êtes sorti. Oui. Qu'en est-il actuellement pour vous? J'ai été alcoolique à peu près 15 ans. Et après ça, j'ai goûté aux drogues, tout ça. C'est vrai que c'est plus facile d'en prendre que de s'arrêter. Dans tous les cas. Mais je pense que le pire de tout, c'est quand même l'alcool. Il y a 40 millions, par exemple, d'alcooliques en URSS, un peu comme chez nous. Et sauf que, évidemment, nous, on est presque 40 millions en tout, tandis que ça représente une proportion, quoi. Non, je crois que c'est en France un assez gros fléau, ouais. Et la drogue, c'est pareil. En tout cas, c'est mal. Enfin, moi, je trouve ça pas bien, quoi. Tu t'en es sorti comment? Et toi, je te demande comment tu t'en es sorti? Ah ben moi, je suis allé en Californie, là où il n'y en avait pas, donc j'en ai pas pris. J'ai préféré le jogging à la méthadone. Oh, le jogging. Je préfère encore la course à pied, hein. Bon, mais sérieux, tu t'en es sorti comment? Ah, j'ai fait le voyage dans l'autre sens. Ah oui. Ouais, je suis parti à Phuket, en Thaïlande, 15 jours.
avec juste de la cortisone pour calmer le mal aux articulations. Alors au début, c'est horrible, et au fur et à mesure que le temps passe, c'est de plus en plus dur. Ah, j'en ai chié, hein. Des fois, t'en prends un peu pour... Ouais. Dis donc, il y a encore beaucoup de trucs à faire. Ah bah ouais. Il y a l'enfance, l'adolescence et le café-théâtre. Bon, bah tu sais quoi, on finira demain, hein? Mais ça va, non? Mais t'es cinglé ou quoi? Qu'est-ce que je vais faire, moi? Tu que j'ai dormi ici ou quoi? Ah bah toi, tu fais comme tu veux, mais moi, j'ai un rencard que je peux pas rater. Il y a un épisode des petits meurtres d'Agatha Christie qui repasse à la télé, puis je l'ai pas vu. Avec mon fils Marius dedans. Ouais. Mais t'inquiète pas, ma poule, toi aussi, t'as un rencard. Avec qui? Avec celle sur qui j'ai piqué tous mes petits regards en coin. Mes mimiques. Elisabeth Taylor? Exactement. Tu vois, tu perds pas au change. Allez, salut, ma poule. Ouais. Thierry? Ouais. Il y a une dame qui vous demande au bas. Ah ouais. Cool. Coluche m'a planté pour regarder son fils à la télé. Enfin. Pour se faire pardonner, il m'a organisé un dîner avec Elisabeth Taylor. Sacré Coluche. Alors? On pionce bien ici, non? Quand même, on parle pas, ça dure une éternité, cette connerie. Et ton rencard? Bah, elle est pas venue, Liz Taylor. Oh. Bah non. Mais t'as fait quoi? Ouais, Marilyn Monroe toute la soirée. Oh. Et alors? Elle est triste. Ah. Se met en place, s'il vous plaît. Hôtel du Temps, Coluche, acte 3, à nous de Paris. T'as rien de plus con, là? Hôtel du Temps, Coluche, acte 3, la revanche du fils de Monette. C'est moins pire, ça, déjà. C'est moins pire. Alors, tu es né le 28 octobre 1944 à la maternité Notre-Dame du Bon Secours, dans le 14e arrondissement de Paris. Ouais, c'est ça. Je suis né sous le signe de la paye. Je suis né un vendredi à 6h du soir, le 28 du mois. C'est-à-dire le moment précis où mon père touchait sa paye, quoi. Signe astrologique? Scorpion, ascendant taureau. La queue en l'air et la tête en avant. Ta sœur, Danielle, est venue au monde 1 an et demi avant toi. Oh, ça me rappelle l'interview façon chez les flics qu'on avait fait pour ton canard de rock. Ah ouais? Rock et folk, descente de police. c'est ça. 1982? Ouais. Bah oui, je t'avais torturé au bain-douche. T'étais un peu chez toi, là-bas. Bah oui, j'étais actionnaire. Nationalité des parents. Alors, mon père est né en Italie, ma mère dans le Nord et moi à Paris. Tu vois, on a quand même eu du bol de se retrouver. Profession des parents. Oh putain, on est vraiment chez les flics, là. Ah ouais. Bon, allez. Alors, ma mère, Simone, dit Monette, travaillait depuis l'âge de 17 ans comme fleuriste. Boulevard Montparnasse chez Baumann. Elle se débrouillait bien. Son patron lui confiait les plus beaux bouquets pour les riches. Mon père s'appelait Honorio, il était né à Casalvieri, près de Naples. Il était peintre en bâtiment. Eh ben, il est mort quand j'avais 3 ans. Polio foudroyante. Là! Il avait 31 ans. Remarque, j'ai pas été beaucoup emmerdé avec lui, hein. Vous étiez croyant à la maison? On s'est même jamais posé la question de savoir s'il fallait croire en Dieu ou pas, hein. On s'est aperçu que les autres faisaient semblant d'y croire parce que ça les arrangeait. Baptisé? Ah non, mais tu sais, les mecs qui sont baptisés, faut pas leur en vouloir, hein, on leur a pas demandé leur avis. Pourquoi t'es pas baptisé si t'es italien? Bah mes parents se sont dit, si on le baptise, faudra qu'il fasse sa communion. Puis s'il fait sa communion, faudrait qu'on lui achète une montre, alors pas de baptême, quoi. Premier traumatisme. Je disais, il est mort, mon papa? On me disait non, il est décédé, ça me rassurait. C'est donc ta mère qui vous a élevé seul, en fait. Ouais, elle avait trouvé un boulot près de chez nous. Elle remplissait des cartons. Tu vois le genre de boulot qu'on donne aux femmes aujourd'hui? Eh ben imagine à l'époque. On vivait dans une pièce avec une cuisine. C'était dur. Le plus dur, c'était la fin du mois. Surtout les 30 derniers jours. Quel souvenir tu gardes de ta petite enfance? Ah, Monette voulait toujours que ma sœur et moi fassions bonne figure. Elle nous habillait pareil tous les deux. Fallait qu'on soit impeccable. Une spécialité de pauvre, ça. C'est comme les grandes idées. À l'école, ça se passait comment? J'ai eu du bol, hein. Bah oui, parce que ma mère me disait toujours, va à l'école et arrête de dire des conneries. Toute ma vie, elle m'a dit ça à ma mère. Bah tu vois, heureusement que j'ai pas trop écouté, hein. Une mère poule, quoi. Oui. Elle me disait toujours, si tu sors dans la rue, fais attention qu'il t'arrive rien. Mais qu'il t'arrive rien, c'est ce qui peut t'arriver de pire quand t'es môme. Bonjour, messieurs. Bonjour. Du café ou du thé? Avec des viennoiseries? Non, plutôt 2 time travelers. Voilà. Bien serré. Merci.
Donc à l'école, ça se passait pas bien. Un jour, l'instit arrêtait pas de se plaindre en disant « Qu'est-ce que je fous avec des cancres pareils ?» Eh ben j'ai répondu « C'est peut-être parce que vous êtes payé pour ça. T'aurais vu sa gueule. » Bref, je foutais le bordel, quoi. Mais qu'est-ce que t'as appris à l'école? Les livres, dès qu'on vous les donne, jetez-les. Parce que si vous apprenez ce qu'il y a dedans, 1, vous allez vous faire chier, et 2, qu'est-ce que t'en as à foutre de savoir que Roland est revenu à pied avec son frère? Donc toi, c'est pas l'école qui t'a dicté tes codes, quoi. Ah ben quand t'as vécu une chose, c'est pas pareil que quand tu l'as prise à l'école, quoi. Au moins, tu la connais. À Montrouge, la vie, ça se passait dehors avec les potes, quoi. Ah bah les potes, il y en a beaucoup que j'ai rencontrés dans les commissariats. Ah oui, ah bah oui, on était tout le temps fourrés chez les flics à l'époque. Tu sais, quand t'as entre 12 et 16 ans et que t'habites en banlieue, t'es classé délinquant d'office. J'étais un enfant de pauvre, c'est tout. À 15-16 ans, c'était quoi pour toi l'avenir? Oh bah j'en avais pas. Bah la preuve, j'ai fait 14 métiers, t'as qu'à voir. Ouais. Il y a même une fois où je suis resté une demi-heure. Ah non, des fois je me disais, tiens, je vais faire fleuriste. Ça, je pourrais prendre une petite affaire en gérance puis mettre ma mère à la caisse, quoi. Tu vois, c'était ça, mon ambition, caser ma mère. Ouais, mais dans le fond, j'aurais préféré être clochard que travailler. Hein. Quel souvenir heureux tu gardes de cette époque? Oh, tu sais, il n'y a pas que les inconvénients à habiter dans un HLM, hein. Par exemple, c'est le seul endroit où tu peux avoir un orgasme alors que c'est tes voisins qui baisent. Merci, mademoiselle. Merci. Voilà, puis il y a eu l'armée. Ouais. Alors, tu es noté élément médiocre qui utilise ses faibles moyens dans un sens néfaste et qui cherche plus à critiquer qu'à agir par lui-même. Pas faux. Ah, putain. Et les filles? La première, c'était une coiffeuse. Un peu rousse. On disait Auburn à l'époque, avec des couettes à la Sheila. Elle restait des heures sur le dos à lire Ciné Revue. Mais enfin, à l'époque, on se tapait surtout celle qui voulait, hein. Parce que tu sais, tout ça à Montrouge, c'était quand même un petit peu interdit, hein. Et puis il y avait l'amour tarifé. On remontait, on descendait la rue Saint-Denis comme des malades. Enfin, on montait pas souvent puisqu'on n'avait jamais de pognon. On montait jamais, même, en fait. Tu t'es rattrapé ensuite avec les groupies, quand même, non? J'ai pas hérité du public de Claude François, non plus. Oh. Mais quand tu étais seul en tournée, tu résistais? On fait comme on peut, hein. Tu sais, j'ai jamais confondu le cœur et le cul, hein. Pour moi, c'est deux organes très différents. Si tu veux, j'aime bien l'amour tel qu'on le pense, et puis j'aime bien l'amour tel qu'on le fait aussi. Et le certificat d'études, tu l'avais eu, finalement? J'avais fait qu'une faute à la dictée du matin, et puis l'après-midi, on n'y est pas été. Avec les potes, on était voir un film de Marilyn Monroe. Je me souviens de ces seins, mais pas du titre. Le seul diplôme que t'aies vraiment eu, c'est le CAP de délinquant, quoi. Même pas. J'ai raté l'écrit. Pourtant, t'as fait les 400 coups avec Boubou, là. T'as même été inquiéteur d'immeubles. Ça consistait en quoi, ce truc-là? Ah ça, on sonnait chez les gens, et on disait « Il est là, monsieur Mercier ?» Alors le mec répondait « Non, c'est pas ici. » Alors nous, on mettait le pied dans la porte, et puis on insistait. « Vous êtes sûr que c'est pas ici, monsieur Mercier ?» Et puis après, les gens crevaient de trouille, quoi. Sans qu'on ait fait vraiment quelque chose de répréhensible, quoi. Et ensuite, des mecs de l'entreprise venaient leur vendre des portes blindées, des Judas, des chaînettes, des trucs comme ça, quoi. Dans le dos du blouson de cuir du voyou, il y avait écrit « Maman » avec des clous. T'étais pas un peu trop tendre pour le CAP de délinquant? Maman. La musique que vous aimez est une musique un peu vulgaire, un peu forte, un peu agressive, quelquefois même dérangeante. Tu te sens pas bien, toi? Comment? T'es dérangé de la tête. Tu veux une purge? Le rock'n'roll que Ouais, vous ben. aimez. Pas le rock'n'roll. Eh ben quoi? Oui, c'est une T'en as à musique foutre un du peu rock'n'roll, de on s'en sauvage ou fout. de... Sauvage, mais hé! C'est marrant, ça. On t'en pose des questions sur ta musique, à toi? Pourquoi attaquez-vous des vieux? Tu fais quelle taille, là? Tu parles pour toi, là? File-moi le col, file-moi le col. Dans la vie, j'avais deux solutions. Être voyou ou devenir intelligent. Plus dur, c'était quoi? La misère. Ben, la misère, si tu veux, c'est comme un grand vent qui te souffle dans la gueule, puis toujours dans la même direction, quoi. Alors, faut faire comme le toréador. Faut se mettre de profil pour éviter de se faire renverser. Malgré ça, Montrouge forever. Ah oui, par exemple, je pense que l'idée des Restos du Cœur, ça me vient de cette époque-là, quoi. Je me disais que si un jour, par hasard, j'arrive à faire quelque chose pour les autres, je le ferai, quoi. C'est par la musique que tu vas entrer dans la vie d'artiste. T'achètes une guitare et à nous deux pareil. Ouais. J'ai appris des chansons de Brassens, de Vian, de Léo Ferré, tous ces gens-là, quoi. Et puis je me suis pointé dans les restos. Mais tu chantais pas de rock? Ah non! Ah non, c'était avant! Avant, le rock, ça! C'était du temps des chansons à texte de prise de tête dans les restos qui puaient les herbes de Provence. Ouais, misère, misère. Voilà, Ouais. sur une musique de Pierre Bénichou, une Marie Grospierre, etc. Ça a été quoi le déclic? Le soir où je suis rentré dans un cabaret pour chanter.
Et puis là, on m'a dit, bon, écoute, t'es gentil, t'as qu'à rester un peu, tu feras la vaisselle, quoi. Alors je suis resté quelques mois. Et il y avait 2 jeunes qui venaient chanter le soir, Joe Moustaki et Maxime Le Forestier. Et puis c'est là aussi qu'on m'a trouvé mon surnom, Coluche. Et c'est là-bas que t'as rencontré Romain Bouteille et que tu t'es mis à faire des sketchs. On finissait tous les soirs dans une boîte où il n'y avait jamais personne. Puis au bout d'un moment, la taulière nous a dit, bah, puisque vous êtes là à traîner, bah, venez plus tôt, vous ferez du cabaret. J'ai fini par prendre la direction artistique. C'est-à-dire que je me suis engagé vis-à-vis de la taulière à ce que tous les soirs, pour 15 francs par jour, plus un sandwich et un ticket de métro, il y ait une programmation. Et c'est là que Romain Bouteille a accepté de venir, devant 6 personnes. Hein. Il a tué sa femme et son chat, alors. Est-ce un homme dénué de tout sentiment humain? Ou un animal? Oui, mais dénué de tout sentiment humain. Ou animal? Végétal. Un loup-garou urine sur 4 pattes. 3. Je lui ai collé aux bottes. Hein. J'avais rencontré Romain Bouteille, j'étais content. Comment on se dit un jour, je vais être un comique? Ah, je me suis dit, faudrait que je trouve une combine sans la guitare. Hein. C'est vraiment chiant à travailler ce truc-là. Faut dire qu'à l'époque, il y avait beaucoup de chanteurs et peu de comiques. Mais c'est normal ça. Hein. Parce que les mecs à 15 ans, ils veulent pas se mettre un nez rouge sur le pif et faire le clown. Ouais. Ils veulent être chanteurs de rock, les mecs à 15 ans. Ils veulent emballer. Hein. Moi aussi, je voulais être chanteur de rock, mais j'étais pas doué. D'accord, mais en fait, t'avais pas pris de cours de comédie non plus. Hein. Comment tu t'y es pris? Bah avec mon physique, c'était pas la peine d'espérer jouer les jeunes premiers. Hein. Par contre, j'étais bavard. D'un défaut, j'ai fait un métier. C'est difficile de décider de devenir artiste. C'est quand même vachement gonflé, hein. Tu montes sur scène et tu dis aux gens, maintenant vous vous taisez, vous m'écoutez et vous vous marrez. Et puis il faut y croire pour se dire tous les soirs, si je fais pas mieux, je suis mort. Avec Romain Bouteille, vous avez dynamité le cabaret de papa et vous avez inventé le café-théâtre, tout simplement, quoi. Bouteille avait lu tous les livres et était arrivé à la même conclusion que moi, qui n'avait lu aucun. Ça sert à rien. La table rase. Il était très radical, hein. Il avait des sketchs complètement absurdes, des aphorismes définitifs. C'est bien simple. Tout ce que je lui ai pas piqué, il me l'a appris. Hein? Il avait 29 ans et moi 22. Si j'avais rencontré Picasso, je me serais sûrement mis à la peinture, mais j'avais rencontré Bouteille. C'était qui le chef? Il n'y avait pas de chef. Ah non, et le travail n'était pas obligatoire. Les recettes étaient partagées à part égale, pas le droit de virer les gens, punition interdite. Comme disait Bouteille, ça pouvait pas marcher, c'est pour ça qu'on l'a fait. Mais c'était fondé sur quoi, votre association? Faire marrer les gens sur des sujets sérieux. Même sur mai 68? Oh, 68. Mais c'était une vaste blague, 68. Moi, j'ai très vite compris que c'était une connerie quand ils ont refusé de manifester le dimanche. Et puis, vous trouvez le premier café de la gare, rue d'Odessa. Avant qu'on fasse le café de la gare, on a cherché pendant 1 an et demi. Hein. On a passé tous mai 68 à chercher un local. Et puis, on a fini par trouver cette usine de ventilateurs désaffectés. Pour des mecs qui voulaient être dans le vent, ça tombait bien. On a commencé les travaux tous les deux. Moi, je savais même pas si j'allais jouer. Hein. On piquait du blé à tous nos potes, on allait voler des sacs de ciment sur les chantiers. Et puis les autres sont arrivés, puis ils ont fini par rester, quoi. Et t'es mignonne, Miu Miu? Ah ouais. C'est moi qui l'ai appelé comme ça. Tu l'avais rencontré où? Dans la rue. J'avais dit, vous marinez chez vos harengs? Le café de la gare est un énorme succès. Truc vraiment nouveau à Paris. Hein. Les 250 places étaient réservées tous les soirs. On refusait 200 personnes tous les soirs. Même l'ambassadeur des États-Unis voulait rentrer par une petite porte là sur le côté. Le prix des places était tiré à la loterie, alors certaines donnaient droit à un vin chaud, puis d'autres à une entrée gratuite, quoi. Je me souviens, j'y allais. Fallait en être, quoi. C'était très branché. Hein. Ah ouais? Les gens se battaient pour rentrer, hein. Devant la porte, hein. Ils l'ont même cassé plusieurs fois. Des spectateurs très chics. Et puis après, ils pliaient leur vison, puis s'asseyaient sur les plâtres. Le problème, c'est que tu faisais un peu trop d'ombre aux autres comédiens de la troupe, à commencer par Bouteille. Oh non! Oh non, non, ça aurait l'air de dire que j'étais mieux que lui. Il n'était pas du tout comme ça, Bouteille. C'était pas un cabot pour dessous. Puis c'était un mec très intelligent. Non, c'est pas ça, c'est juste que je découvrais que je pouvais faire rire par moi-même, quoi. Alors pour me le prouver, j'avais tendance à jouer contre les autres et pas avec, quoi.
Si tu veux, j'aime pas que les joints aient froid, mais j'aime bien tirer la couverture à moi. Mais en même temps, ça a été une chance, hein. Parce que si j'avais pas été viré, j'aurais rien appris. Donc j'ai eu 2 chances dans ma vie. Être engagé par Romain Bouteille, et surtout, être viré par Romain Bouteille. Ça s'est terminé comment, tout ça? Bouteille croyait à l'entreprise collective. Il était pour la démocratie dans le travail, et puis moi, j'en avais un peu marre de l'autogestion. Non, moi, je suis pour la dictature. En tout cas, dans le travail. Ouais. Donc quand tu t'es aperçu que tu pouvais être artiste, t'as essayé d'être vedette, quoi. T'avais envie d'être le chef. Pas que. Non, pas que, non. Non, j'avais vu le Grand Magique Circus de Jérôme Savary. Alors je voulais faire quelque chose d'un peu plus populaire, quoi, d'un peu moins cérébral, si tu veux. Et les pièces du groupe C, d'Alfredo Arias. Et là, tu vas monter au vrai chic parisien, Ginette Lacaze. Bah j'en ai tellement monté, je me souviens plus des noms. Et même que la gonzesse qui est derrière moi, c'est Ginette. Ah, tes conneries. C'est pas vraiment une pièce, tu vois, c'est une chronique de mœurs, on appelle ça. On appelle ça une chronique de mœurs chantée. C'est une histoire d'amour banale, exactement. Et qui finit mal, c'est une horreur. C'est complètement immoral, moi je conseille à personne d'y aller. Eh, déconne pas. Et après, la suite, c'est l'histoire d'un mec, ton premier sketch à succès, voilà. Ok, on y va, on coupe. C'est la fin de l'acte 3, on se retrouve pour la scène finale. Déjà? Oh putain, c'est court la vie. T'as raison. Oh ben merde, ils ont laissé Mémé dans le couloir. Mémé, dis bonjour à Ardisson. Bonjour Mémé. Au revoir Mémé. Voilà. Ok, moteur demandé. Ouais. Retour. Ok, cadré. Clap, s'il vous plaît. Hôtel du Temps. Coluche, épilogue, mourir de mon vivant. Voilà, ça c'est bien ça. Il en fallait au moins? Bah ouais. Un jour, tu avais dit, moi, je préférerais mourir de mon vivant. Bah tant qu'à faire. Et c'est arrivé. À l'été 1986, après ta sanctification avec les restos, tu coules des jours heureux avec tes potes dans une propriété près de Grasse, un ancien monastère. Ah bah qu'on a vite transformé en bordel, hein. Tu te lèves tôt pour travailler sur ton spectacle de la rentrée au Zénith et ton émission sur Europe. Après, tu traînes toute la matinée autour de la table du petit déjeuner avec ton dictaphone à la main. Tu fais écouter des trucs, tu notes des blagues. L'après-midi, c'est balade en moto sur les routes de la région. Ouais, puis le soir, on regardait la Coupe du Monde de foot à la télé. Le 19 juin 1986, tu rentres à moto de la plage sportive à Cannes avec Ludo et Didier. T'es sur ta Honda 11 son. Le casque-bol est accroché au guidon. Tu roules à 75 km/h. Même pas. Devant toi, la route en ligne droite a un smirmor qui manœuvre au milieu. Tu meurs sur le coup. Tout le monde t'avait conseillé de faire des trous dans les gants pour que ce soit plus facile. T'as refusé, ça t'a pris 2 ans. Hein. Ah ouais, mais quand tu les enlèves, c'est vachement plus facile. C'est sûr. Ça te fait pas trop chier d'être mort. Bah tu vois, j'avais peur de me faire chier en arrivant ici, puis finalement, je me suis retrouvé avec Gainsbourg et on se marre bien. Le truc qui t'emmerde le plus dans la mort. Plus voir mes fils. Oh putain Thierry, je suis à la bourre, ils m'attendent sur scène. Allez, viens. Sur scène ? Il y a un théâtre ici. Ah oui, il y a un théâtre. Tu me diras, vu le nombre d'artistes qu'il y a à l'Hôtel du Temps, c'est normal. Hein. Et tu joues quoi ? Bah mon nouveau spectacle. Ça parle de quoi ? De l'abondance. Il paraît que c'est la fin de l'abondance. Ah, c'est les pauvres qui vont être contents d'apprendre qu'ils vivent dans un pays riche. Bon, bah ma poule, faut que je te laisse, je vais être à la bourre. Ouais. Prends soin de toi. Et puis, t'embrasseras Marius et Romain de ma part. J'y manquerai pas. Salut ma poule. Salut Michel. Ah, je suis un rocker, je suis un voyou. T'as vu les mecs, je le fais bien, hein. Allez, merci. J'espère que vous allez
rigolote. Si tout le monde restait toujours tout seul, ça serait d'une tristesse pas croyable. Ouvre cette porte et sors les verres. Ne t'obstine pas ou sans ça le prochain coup, ma parole, j'entre plus du tout. Ma femme a cogné si fort cette fois-là qu'on a trépassé le soir même, et voilà qu'on se retrouve au paradis, vers minuit, devant Monsieur Saint-Pierre. Il y avait quelques élus qui rentraient, et sitôt qu'on s'approche du guichet, on est refoulé, et Saint-Pierre se met à gueuler. Alors j'ai dit, on n'est pas là pour se faire engueuler, on est venu essayer l'auréole. On n'est pas là pour se faire sermonner, on est mort, il est temps qu'on rigole. Si vous planquez les ivrognes à la porte, il ne doit pas vous rester beaucoup de monde. Portez-vous bien, mais nous on se barre. Alors on est descendu chez Satan, et en bas c'était épatant, ce qui prouve qu'en protestant